Bonjour à toutes et à tous. Vincent Hédin, je suis journaliste chez Ouzbek Erika, un magazine spécialisé dans les technologies. Et par un espèce de miracle de la technologie, j'ai réussi à ouvrir ma caméra, ce que je n'avais pas réussi à faire hier. Donc, vous voyez, il y a de l'espoir, il y a du progrès. On va parler d'une émotion ce matin, une émotion qui a souvent mauvaise presse, alors qu'en réalité, elle est extrêmement constructive. Il s'agit de la colère, qu'il faut bien différencier de la haine. La haine nous fait toujours perdre, mais il y a des colères saines, comme rappelait Ségolène Royal à Nicolas Sarkozy lors du débat de l'élection présidentielle de 2007. Je sais que le public de la conférence de la Policy Conference est très jeune, donc 2007 pour vous c'est loin, mais moi ça avait été un éveil en politique. Voilà. Donc on va se poser la question, est-ce que le design est une solution aux colères citoyennes? Et de ce que j'ai pu voir de vos premières réponses sur le Slido, c'est un thème qui vous anime pas mal. Donc, on va parler de colère citoyenne, donc de colère politique. Dans une conférence TED extrêmement célèbre et que vous pouvez évidemment retrouver sur TED, en fait, qui avait été remarquée en 2014, l'activiste argentine Pia Mancini faisait remarquer qu'Internet avait tout révolutionné dans le monde, absolument tout, sauf la politique. Grâce à Internet, on a changé notre manière de nous informer, de consommer, de nous déplacer. Tout a été revisité par des nouveaux outils, mais la politique restait, dans le meilleur des cas, je parle des démocraties, une alternance de campagne électorale, puis d'élections, et entre les deux, pas grand-chose pour les citoyens, pas de prise en considération de leurs attentes. Et d'ailleurs, j'ai vu que c'était une des premières choses qui était ressortie sur le Slido, c'est la confiscation de la prise de parole et de la prise de décision. Alors, on va s'interroger sur 6 ans après, est-ce que c'est toujours le cas? Il y a eu un certain nombre d'expériences qui ont émaillé la vie citoyenne depuis. En France, pour les législatives de 2017, on avait eu l'expérience hashtag Ma Voix, qui proposait d'élire des députés délibératifs et contributifs. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné d'un point de vue électoral, mais en tout cas, ça a instillé des graines dans les imaginaires. Et puis là, cette année, lors des municipales de 2020, on ne pouvait plus faire l'abstraction de demander aux citoyens leur avis. Il y a eu des budgets participatifs, il y a eu des listes citoyennes comme l'Archipel à Toulouse, et puis évidemment l'expérience de la démocratie en continu de saillant. Est-ce que c'est du participative washing ou destiné à apaiser les colères, ou est-ce que ça fonctionne réellement? C'est aussi de ça dont on va parler dans quelques instants pour voir si véritablement on est capable de prendre en compte la parole des citoyens. Ce qu'il faut bien voir, c'est que on va principalement parler de la France, mais à peu près partout dans le monde, il y a une explosion des colères citoyennes depuis quelques années qui ont les mêmes racines. L'explosion des inégalités, l'explosion des inégalités entre les femmes et les hommes alors qu'on ne cesse de les documenter et qu'elles persistent, la disparition des biens communs et des services publics et aussi un déficit de reconnaissance. Et puis enfin, le sentiment de blocage face à des décisions qui sont toujours imposées. Donc la libération de la colère, elle est souvent mauvaise conseillère. Donc l'idée, c'est pas de la catalyser de façon opportuniste, mais bien d'évacuer toutes les colères en trouvant des solutions designées pour que les citoyennes et les citoyens soient vraiment entendus. Et on va parler de tout ça ce matin avec Inaë Benabin. Bonjour Inaë, avec Emma Villarène et Armel Lecaux. Ce que je vous propose, c'est peut-être de faire d'abord un petit tour de table où vous expliquez aux conférenciers qui vous êtes. Bah tiens, Armel Lecaux, monsieur le fondateur de Démocratie Ouverte, qui nous a fait une énorme frayeur puisqu'il s'est connecté à 9h01. Dernier arrivé, premier à parler. Tu peux te présenter. Merci Vincent et bonjour à tous. Désolé pour mon arrivée just in time. Du coup, en effet, je suis cofondateur de Démocratie Ouverte. Je suis designer de formation. Je suis diplômé de l'école de design de Nantes en 2008. Et pour me présenter en quelques mots, j'ai cofondé Démocratie Ouverte en 2012, notamment parce que dans mon travail de design, je me suis aperçu qu'on avait des outils et des méthodes qui pouvaient être extrêmement intéressantes, extrêmement puissants pour concevoir des choses, mais que souvent on les utilisait pour concevoir finalement des choses qui étaient plutôt du côté des problèmes, de rajouter des produits dans les rayons des supermarchés, et que moi j'avais envie d'utiliser ces outils-là pour le côté des solutions, et notamment des solutions politiques. Et je me suis intéressé au design des politiques publiques, et en soulevant le capot du fonctionnement des institutions, je me suis aperçu que ce qu'on appelle démocratie, et qu'on a l'impression quand on est à l'école que c'est un système qui est le meilleur du monde et que tout va bien, en fait on se rend bien compte qu'il y a énormément de choses à améliorer, d'où mon engagement dans du design politique et dans la création de démocratie ouverte, dont je pourrais reparler plus amplement par la suite. Peut-être juste pour préciser que tu as fait il y a quelques années un tour de France des initiatives citoyennes. Donc on compte particulièrement sur toi pour mettre le doigt sur des initiatives qui sont malheureusement sous les radars, mais qui sont très intéressantes. C'était un tour de France des maires et des candidats aux municipales. Ouais, en 2014, je suis parti avec mon sac à dos en autostop, et j'ai été
m'inviter à dormir chez 111 candidats au municipal et maires en essayant de cibler ceux qui avaient les postures, les démarches les plus intéressantes en termes justement d'implication des citoyens et de participation citoyenne. Donc, en effet, je pourrais vous parler des trajectoires de certains dont j'ai continué à entretenir un contact et à suivre dans leurs aventures. Alors, puisqu'on parlait des candidats au municipal et donc des villes, je demandais à Emma de se présenter. Emma, tu es docteur en neurosciences et fondatrice de City. C'est très difficile à prononcer, mais tu vas nous expliquer ce dont il ressort. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Emma Villarem, en effet. Je suis docteur en neurosciences cognitives. Je suis spécialisée dans l'étude des émotions et des comportements sociaux et j'ai cofondé et je dirige une agence qui s'appelle City. Finalement, la difficulté est contenue. Une agence qui s'appelle City qui s'intéresse à appliquer ce qu'on sait du cerveau et du comportement pour concevoir des villes, des espaces publics qui respectent mieux les besoins de leurs habitants, que ce soit les besoins psychologiques, émotionnels, sociaux. Et du coup, le lien avec la problématique, pour répondre à la question du design, c'est que venant de la recherche sur le comportement humain, quand je suis rentrée dans le monde des métiers de la ville, je me suis rendu compte que on pouvait vraiment nourrir l'approche de conception, de design des espaces publics par une approche centrée sur l'usager, avec des outils qui permettent vraiment de l'étudier, de comprendre ses besoins et d'intégrer ces besoins à la conception d'espaces publics pour éviter tout un tas de problèmes en fait qu'on observe aujourd'hui dans les villes. On sait que les villes sont bien souvent des miroirs en fait de la société. Et aujourd'hui, voilà, on travaille à faire en sorte que les espaces publics soient inclusifs, soient justes. Démocratique est un grand mot, je suis d'accord avec Armel, c'est un grand challenge, mais déjà pour plus d'inclusivité. Est-ce que tu peux nous donner juste un exemple précis bah, de moments où les usagers sont bafoués dans leurs droits dans l'espace public, par exemple, le genre de problématiques pour lesquelles on vient vous chercher? Alors, des problématiques beaucoup liées au genre, par exemple, mais je laisserai Inéaé parler davantage de ça, mais on sait bien que les hommes et les femmes ont une perception différente de l'espace public à espace public constant. Donc, si on interroge toujours un citoyen stéréotypé qui serait par exemple un homme jeune, mobile, qui travaille, on va passer à côté de tout un tas de problématiques liées aux femmes, mais ça peut être aussi aux personnes âgées, etc. Donc, en fait, c'est essayer de faire dévier ces villes conçues en fonction d'un citoyen lambda, je vais dire, entre guillemets, Mm. pour prendre en compte en fait la diversité des expériences en ville. Eh ben merci. Et donc, Inae, puisque tu as été préintroduite par Emma comme experte des questions de genre, tu es la cofondatrice, c'est bien ça, de En Avant Tout, et donc des questions de genre. Tout à fait. Je suis Isabelle Benapan. Bonjour à toutes et tous. Merci pour l'invitation et merci pour la présence. Ça fait toujours du bien de pouvoir partager ces questions à plusieurs. Moi, je suis donc la cofondatrice d'En Avant Toutes, qui est une organisation qui lutte pour l'égalité des genres et plus spécifiquement pour la fin des violences faites aux femmes et aux personnes LGBTQIA+. Nous, on s'adresse spécifiquement aux jeunes, même si c'est bien sûr pas exclusif. Et l'objectif, c'est vraiment de pouvoir agir et en prévention, en éducation, en pédagogie, c'est-à-dire réussir à avoir une réflexion collective, individuelle et collective sur ce qu'est l'égalité des genres, sur ce que ça signifie d'être aujourd'hui une femme ou un homme dans cette société, ce que signifient les stéréotypes, les représentations, les orientations sexuelles, les identités de genre, comment ça fait un tout et à quoi il ressemble. Et au-delà de ça, on travaille aussi à vraiment prendre en charge et aider les femmes et les personnes LGBTQIA+, qui peuvent vivre des violences, puisque c'est nous qui sommes derrière le chat national commentsem.fr, qui est un chat d'aide, d'écoute et de soutien aux personnes qui vivent des violences. C'est nous qui l'avons créé et c'est nous qui y répondons aujourd'hui.
Dans quelques instants, on va voir un peu ce que pensait la salle du terme de colère citoyenne, mais est-ce qu'on peut prendre un peu le thermomètre de la colère et des violences? Est-ce que par exemple, Inaë, cette année, vous avez reçu beaucoup plus d'appels sur le chat? On disait beaucoup que le confinement avait été une catastrophe en termes de violences faites aux femmes, parce que le fait de vivre en réclusion, ça avait fait monter la cote minute. Toi, le thermomètre aujourd'hui, il est très haut, il y a beaucoup de fièvre dans le pays? Il y a beaucoup d'eux, pardon, j'ai pas entendu. Enfin, je veux dire, le niveau d'exaspération, il est très fort. Alors pendant le confinement, sur la question des violences, vraiment, il y a eu effectivement une demande extrêmement forte. Elle est constante, cette demande, hein. Les violences n'ont pas attendu le confinement et l'enfermement, malheureusement, pour exister. Mais c'est vrai que le fait d'être enfermé chez soi, d'avoir du coup aussi une augmentation de l'impunité, puisqu'il n'y a pas de témoins, il n'y a pas de personnes ressources à qui on peut s'adresser. Et donc effectivement, ça a fait une demande beaucoup plus forte, ça a mis des personnes en très très grand danger. Et nous, de notre côté, on a eu des sollicitations qui ont vraiment augmenté, avec aussi des cas, effectivement, enfin des situations qui étaient extrêmement urgentes. Pour autant, ce qui est très fort, c'est que nous, on a pu voir que depuis la fin du confinement, il n'y a pas eu de baisse de demande sur le chat. Donc finalement, ça a été aussi le fait qu'il y ait cette urgence et ce sentiment de danger a aussi permis de légitimer d'une certaine manière les personnes qui vivent ces violences et de leur dire qu'elles ont le droit d'en parler, qu'elles ont le droit de le dire. Parce qu'effectivement, au-delà de la réalité que le confinement a pu changer, la médiatisation qui a été faite a été très différente, c'est-à-dire qu'on a laissé la place à cette question, on a laissé la place à cette colère et à cette peur, parce que dans la question des violences, la colère s'accompagne souvent de la peur quand même. Et c'est aussi parce qu'on leur a laissé une tribune, une place, et qu'on a martelé cette réalité, qu'aujourd'hui encore, alors que le confinement n'est plus, même si aujourd'hui le couvre-feu, par exemple, relance quelques questions qui ont à voir avec ça, les demandes continuent et les besoins continuent. Et les violences ne se sont pas arrêtées. Alors, je vous propose pour commencer, et pour qu'on soit cohérent avec ce qu'on dit et de ne pas confisquer la parole, d'afficher le slido et donc de voir un peu quels sont le type de colère que partage la salle avec nous. Donc j'imagine que la grosseur des caractères est en fonction des occurrences. Donc vous voyez qu'évidemment, en premier lieu, c'est les injustices, les menaces, la confiscation de la décision, les inégalités femmes-hommes, donc, et les écarts entre les actes et les paroles. Effectivement, ça c'est quelque chose qu'on retrouve aussi beaucoup qu'on retrouve chez des auteurs comme Richard Sennett ou Axel Honneth ou encore Judith Butler sur le sentiment de dépossession des personnes. Souvent, ils ont l'impression d'être entendus, mais que derrière, lors de la mise en application d'une politique publique, là, pour le coup, il y a un décalage qui est éminemment déceptif. Peut-être vous voulez rebondir sur les mots qui s'affichent à l'écran. Est-ce que ça vous surprend? Est-ce que ça vous paraît logique? Emma, Armel, qui veut? Oui, c'est toujours la fameuse phase d'hésitation de qui va prendre la parole. Je me suis lancée. Ça me surprend pas parce que quand on s'intéresse à ce que c'est que la colère, on sait que la colère, c'est quelque chose qui réagit beaucoup à l'injustice. C'est un des moteurs de la colère, en fait. Donc, l'injustice, et je pense que les inégalités rentrent évidemment sous ce mot-là aussi. Le sentiment d'être mal perçu, maltraité ou que les autres le soient. C'est un moteur très fort. Armel, c'est un mot que tu as beaucoup entendu dans ton Tour de France? Oui, en fait, si je faisais ce Tour de France, ça commence à dater un peu, hein, c'était les dernières élections municipales, et déjà en 2014, je le faisais en stop pour pouvoir parler aussi avec des gens, pas que parler avec les institutions et les élus ou les agents des collectivités, mais aussi avec les personnes qui avaient la gentillesse de me prendre en autostop. Donc j'ai fait quelques milliers de kilomètres de cette manière-là, avec à chaque fois la question que je posais aux gens était de savoir s'ils s'impliquaient, s'ils s'engageaient. Et souvent, le moteur de l'engagement a été la colère, est souvent liée à des injustices. Et on le voit aussi quand, par exemple, on fait du porte-à-porte avec des outils ou des méthodes comme le community organizing ou simplement du porte-à-porte parfois pour des candidats qui font campagne. C'est sur les colères qu'on peut aussi construire du positif. Et donc pour revenir au thème de
de la conférence, la colère, elle est utile aussi pour mettre en mouvement. Enfin, quand il y a de la colère, et notamment liée à de l'injustice, il y a aussi un sentiment de une volonté de plus de justice, et ça peut être aussi un moteur pour passer à l'action et s'engager, que ce soit politiquement au sens noble du terme, ou même dans des associations, dans des collectifs ou dans des changements de comportement individuels. Simplement, comme tout le monde n'est pas au même niveau de connaissance sur les outils de démocratie participative, community organizing, est-ce que tu peux définir cette doctrine politique qui a été fondée par un activiste américain qui s'appelle Saul Alinsky et récemment importé en France? Mais c'est quoi l'essence du community organizing? Alors, c'est un concept, en effet, qui vient des États-Unis, et c'est important de le replacer dans son contexte parce que aux États-Unis, le terme de communauté n'est pas forcément entendu de la même manière qu'en France, où on entend vite communautarisme en France. Et donc là, l'idée de communauté, c'est un peu plus comme le terme communauté sur Internet, c'est-à-dire des groupes de personnes qui se reconnaissent avec des intérêts communs, autour d'intérêts communs ou d'affinités communes, qui peuvent être l'intérêt d'un quartier, donc ça peut être une communauté géographique, mais ça peut être aussi d'autres formes de communautés d'intérêt. Et donc le community organizing, c'est le grand principe en quelques mots, pour faire simple, c'est d'aller chercher des communautés notamment qui sont soumises à des injustices et qui sont dans des problématiques, par exemple dans des quartiers populaires, et de faire en sorte de leur donner les outils pour s'organiser, et notamment pour s'organiser pour obtenir des petites victoires auprès d'institutions. Donc ça peut commencer par la rénovation d'une cage d'escalier, ça peut commencer par le fait d'avoir des routes qui soient fonctionnelles de chez soi, enfin, par des choses très quotidiennes. Et petit à petit, on monte vers de l'empowerment, donc le fait de mettre en capacité d'agir un maximum ses habitants, et ça se rapproche du projet de l'éducation populaire aussi en France, mais avec une méthode bien particulière, notamment basée sur du porte-à-porte et sur la reconnaissance de communautés d'intérêt, et le fait d'outiller ces acteurs pour aller voir les institutions, et donc il y a une méthode un peu précise là-dessus qui vient en effet de Saul Alinsky. Et donc, bah, on le met sur le chat, hein, on va mettre l'ensemble des références. D'ailleurs, pour la personne qui a mis le drame, ce qui me met en colère, c'est l'écart entre les actes et les paroles. Ce que disait Armel, c'est que à la base du community organizing, il y a l'idée que dans les quartiers populaires, on n'a pas le temps d'attendre le grand soir, et donc on veut des victoires des petits matins, des choses tangibles, des choses concrètes. Et par exemple, pour celles et ceux qui nous suivent dans le Nord, puisqu'on ne sait jamais qui nous suit virtuellement, mais la conférence est basée à Lille. Il y a un chercheur qui s'appelle Julien Talpin du CNRS qui travaille sur les quartiers populaires à Roubaix et que vous pouvez aller voir. Il est toujours totalement ouvert. Et en France, sur ce sujet-là, il y a l'Institut Alinsky et différentes organisations qui s'appellent les Alliances citoyennes. Il y en a une à Grenoble, à Gennevilliers, à Montreuil. Enfin, voilà. Donc, il y en a plusieurs que vous pouvez aussi aller voir. Donc, vous pouvez voir les travaux et les manières de travailler. Alors pour avancer, comme la question de la confiscation de la décision est mise en avant par la communauté, ce que je vous propose, c'est de faire un second tour de table où vous nous expliquez un peu la méthode que vous utilisez pour résoudre des colères citoyennes. Qui est-ce que vous associez au diagnostic? Quelles sont les parties prenantes? J'en profite pour dire, parce que j'ai vu quelque chose passer sur le chat, qui est poser des questions. Il y aura un temps de questions-réponses prévu en dernière partie de la table ronde. Dans un grand talent de modernité, si vous envoyez vos questions, je peux les prendre tout au long du fil de l'eau. S'il y a des choses qui vous interpellent, n'hésitez pas, je me ferai votre porte-voix, je n'ai pas le monopole des questions. Alors, le discours de la méthode et le diagnostic, on va continuer peut-être avec toi, Armel. Quand on t'appelle pour résoudre un conflit, tu associes qui, selon quelle formalité, quelle modalité? Alors, on m'appelle rarement pour résoudre un conflit, pour être très clair. Un pilier de la démocratie. Mais non, mais ça touche à la question de la conflit, parce qu'il n'y a pas de démocratie sans conflictualité, et notamment la démocratie peut être aussi vue comme une manière de bien gérer des conflictualités. Mais peut-être pour compléter la présentation tout à l'heure sur Démocratie ouverte, on est avant tout un collectif qui regroupe ce que nous on appelle des innovateurs démocratiques. Ça va être des associations ou des entreprises qui offrent des solutions qui peuvent être des solutions techniques, des solutions méthodologiques,
pour essayer d'améliorer le fonctionnement de notre démocratie, soit en la rendant plus transparente, soit en donnant plus de place aux citoyens dans la construction des décisions, mais aussi en la rendant plus coopérative, c'est-à-dire dans le fait de réussir à mettre plus de types de parties prenantes, plus de types d'acteurs autour de la table pour répondre aux défis d'un territoire ou aux défis sociaux et sociétaux gigantesques que peuvent être le changement climatique, la lutte contre les inégalités, etc., etc. Et donc, du coup, nous, le premier réflexe qu'on a, c'est de renvoyer vers nos innovateurs démocratiques. Il y en a qui font des choses extrêmement intéressantes. Notamment, moi, je trouve que dans les sujets les plus intéressants en ce moment, c'est la démocratie délibérative. Comment est-ce qu'on va rattacher différentes formes de démocratie, notamment la démocratie d'interpellation, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait en sorte que justement des colères puissent s'exprimer et trouver une réponse politique. Donc là, on connaît tous le système des pétitions, et la pétition toute seule, souvent, elle est lettre morte, et on a un peu l'impression de s'adresser à un grand vide, on ne sait pas à qui on adresse ça, donc signer une pétition tout seul, c'est souvent assez décevant. Mais par contre, si on a ces systèmes où on peut exprimer une colère par un soutien à un plaidoyer ou à quelque chose, et que ça, c'est relié à ce qu'on a fait, par exemple, avec la Convention citoyenne pour le climat, au fait d'avoir une assemblée de citoyens tirés au sort, qui est représentative d'une diversité forte de la population et qui rentre dans un processus délibératif, c'est-à-dire ils se construisent une opinion petit à petit en rencontrant des experts aux avis contradictoires, en rencontrant des experts d'usage que sont les habitants d'un quartier, les citoyens, en rencontrant et en débattant entre eux. Petit à petit, il y a une opinion qui se forge et on arrive avec cette démocratie délibérative à avoir des réponses très intéressantes, souvent très pertinentes, bien plus pertinentes qu'avec des modèles plus classiques de construction des politiques publiques. Et moi, je trouve intéressant de relier cette démocratie délibérative en amont à la démocratie d'interpellation, pour que les sujets viennent des citoyens, et en aval aussi à la démocratie directe, pour que ça puisse redescendre sous forme de référendum ou de votation. Et donc, voilà, si je devais donner un exemple d'une procédure qui me semble pertinente pour répondre à des colères citoyennes, ça pourrait être celle-là. Et c'est le type de réponse qui associe les citoyens eux-mêmes avec l'interpellation au début et avec le tirage au sort et la délibération, mais aussi les politiques publiques et les institutions, mais aussi les autres acteurs d'un territoire qui sont concernés par le problème. Et voilà un type d'exemple que je trouve très inspirant. Puisque tu avais cité la Convention citoyenne pour le climat et tu avais dit qu'ils sont tirés au sort pour représenter le pays. Mais quelle garantie on peut apporter, puisque tu as vu au début sur le slido, et on le verra tout à l'heure sur la question des colères qui ont été résolues, on se sent toujours mal représenté. Alors on y viendra tout à l'heure avec Inae. Le plus simple à représenter, et encore, c'est la question du genre avec des quotas, mais sinon on avait bien vu pendant la question de l'Assemblée citoyenne, on disait en fait c'est une assemblée de lobbyistes, où il y a trop la présence de ceci ou de cela, les territoires ne sont pas suffisamment représentés, l'origine des personnes, les milieux socio-professionnels. Est-ce que c'est pas un peu insoluble? Judith Butler, elle avait tendance à dire, quand on commence à mettre des quotas, on arrive toujours à la question de il faut représenter les hommes, les femmes, et je bute toujours sur la question du etc. En gros, il y a toujours quelqu'un qui se sent pas représenté. C'est en même temps, c'est vrai et c'est pas vrai. C'est-à-dire que on est d'accord qu'avoir une représentativité idéale, parfaite à 100%, c'est juste impossible. Après, les statisticiens ont mis en place des méthodes. Donc, il y a la méthode des quotas. Et si on veut une assemblée de citoyens réellement représentatifs, il faut 1000 et quelques personnes. Où là, on commence en tout cas à avoir une représentativité statistique qui est assez forte. Enfin qui est même statistiquement a priori on arrive dans des marges d'erreur après voilà là le fait d'avoir 150 citoyens et d'avoir des quotas, souvent quand on regarde ces critiques-là, en fait elles ont été faites au début au lancement de la Convention citoyenne, et assez vite quand les ONG, les médias, les lobbies ou les gens qui ont été voir comment a été fait le tirage au sort et quelle était la diversité au sein de cette assemblée, les critiques sont quand même pas mal éteintes, parce que on peut pas arriver à un modèle idéal où c'est très compliqué. Par contre, on peut arriver à beaucoup mieux que, par exemple, la représentation de l'Assemblée nationale où
le taux d'ouvriers, le nombre de personnes en fait qui sont aujourd'hui discriminées ou qui sont dans des problématiques sont évidemment extrêmement sous-représentées à l'Assemblée nationale et c'était pas le cas sur une assemblée tirée au sort avec des quotas. Et comment est fait le tirage au sort? Là, sur la Convention citoyenne pour le climat, il y a 500 000 numéros de téléphone qui ont été générés de manière aléatoire avec des fixes et des portables. Je crois que c'était de l'ordre de 80% de portables et 20% de fixes. Et sur tous ces numéros-là, les personnes étaient appelées de manière là aussi aléatoire. Et on faisait des quotas avec différents critères. Évidemment, le genre. Donc, on avait, il me semble, un peu plus de femmes que d'hommes, mais à peu près 50-50 de l'Assemblée. Évidemment, l'âge. Et c'était une assemblée qui était ouverte à des citoyens qui avaient moins de 18 ans. C'était à partir de 16 ans. On avait aussi l'origine géographique. Donc, il y avait des personnes qui venaient d'outre-mer, des personnes de différents départements français, mais aussi urbain-rural, donc on avait regardé. Et puis, un critère qu'on ne prend pas d'habitude et qui là était très important, c'était le niveau de diplômé. Donc, on avait autant de non-diplômés que dans la société française, que de diplômés. Et du coup, on avait quand même une représentation qui n'était pas statistique, mais qui était bien plus intéressante et bien plus forte que dans beaucoup d'autres systèmes démocratiques, notamment représentatifs, qui passent par l'élection. Merci beaucoup. Alors, pour tous ceux qui sont intéressés par ces questions, je vous renvoie au livre de Julia Cagé, le dernier Libres et égaux en voix, qui est sans doute imparfait, comme ça a été dit au début, mais comme la démocratie l'est elle-même et qui met en avant des tonnes de propositions citoyennes, parce qu'on est là pour en débattre. Emma, je te voyais beaucoup opiner pendant ce que disait Armelle, donc tu as le droit de rebondir, mais toi, dans ton champ plus spécifique, évidemment, quand on débat d'un projet d'aménagement urbain, les projets, enfin les intérêts d'Unibail Rodamco ne sont pas les mêmes, donc le grand promoteur de centres commerciaux, ne sont pas les mêmes que celui ou celle de la boulangerie du coin, de l'école d'à côté, des parents d'élèves ou encore des associations de quartier. Donc comment est-ce qu'on assoit tout le monde autour de la table de manière apaisée et comment est-ce qu'on fait? Alors, clairement, j'ai pas la réponse à cette question parce que sinon, j'aurais déjà écrit un livre là-dessus. Mais en tout cas, des pistes de réponse. D'abord, juste pour revenir à on parle beaucoup de la colère, mais en fait, enfin, j'opinais notamment quand Armel disait que la colère, c'est quelque chose d'utile, etc. C'est le cas des émotions. Les émotions, ce sont des réactions utiles. On appelle ça des réactions adaptées, c'est-à-dire que ça aide les individus à agir et réagir de façon appropriée. Donc, les émotions, c'est souvent un moteur d'action, hein. Ça vient de la racine du mot émotion, c'est met en mouvement. Et la colère, c'est une émotion qu'on appelle liée à l'approche, c'est-à-dire qu'elle va pousser les individus vers l'avant et elle va les pousser à se confronter à leurs problèmes dans l'optique de le dépasser, de surmonter l'obstacle. Et du coup, cette colère-là, elle est utile, elle est saine, évidemment. C'est une réaction qui est automatique, qui est là pour faciliter la survie, etc. Le problème, à l'échelle de l'individu et à l'échelle des sociétés de citoyens, c'est quand cette colère, elle ne peut pas être exprimée. De la même manière que nous, on peut bouillonner quand on fait semblant de rien et qu'on se dit, bon, allez, je vais pas raconter pourquoi je suis en colère, je vais faire comme si tout allait bien. Mais en fait, ça fait augmenter la charge émotionnelle dans nos cerveaux, c'est contre-productif. C'est la même chose, en fait, pour ces colères-là citoyennes. La colère, elle est saine. Le problème, c'est que très souvent, ces colères et ces revendications, elles sont ignorées, elles sont niées. Et de la même façon que pour nous, quand on fait semblant de rien, la colère bouillonne, elle bouillonne aussi dans les groupes. Et donc, ce qu'il faut faire, enfin, ce qu'il faudrait faire en tout cas, c'est d'une part, évidemment, pas être dans la négation et ne pas ignorer les revendications qui naissent. Et il faut surtout créer des sas de discussion pour qu'elles se libèrent. On parlait des pétitions là à l'instant. En fait, finalement, on sait que parmi les stratégies de régulation émotionnelle, la verbalisation, c'est une stratégie qui marche très bien. Verbaliser à quelqu'un d'autre, mais verbaliser à soi-même, être capable de dire ce que l'on ressent. Alors, la pétition, c'est un format qui est évidemment contraint, mais déjà, c'est des premières ouvertures pour permettre aux individus de relâcher un peu, d'avoir des sas d'expression. Et en fait, ce qui manque très souvent, c'est ces sas d'expression-là. Et justement, quand on arrive sur un projet où il y a différentes personnes autour de la table et qu'il va falloir concilier toutes les opinions et tous les besoins,
il faut créer ces sas de discussion-là. Alors, ils sont assez difficiles à mettre en place avec toutes les parties prenantes, mais nous, notre enjeu, c'est vraiment de sonder les besoins et les représentations, c'est-à-dire que bien souvent, dans un projet, il y a les élus, par exemple, qui ont une certaine représentation de ce que veulent les citoyens, qui parfois peuvent être en décalage complet avec ce que les citoyens, vraiment, quand on va les voir dans leur diversité. Alors nous, on ne peut pas avoir des échantillons aussi vastes et aussi représentatifs, mais il y a quand même un enjeu de varier les niveaux socio-économiques, le genre, l'âge, etc. Donc l'enjeu, c'est de faire correspondre les représentations de chacun avec une forme de réalité, bien sûr, qu'on n'arrive pas à la capturer entièrement. Mais il y a vraiment voilà, cet enjeu-là et avec l'optique de prévenir les colères autant que possible. On est rarement appelé pour résoudre les conflits et d'ailleurs, on a souvent peur que nous, on fasse entendre des voix discordantes et parfois on est refusé sur des projets en dernière étape parce que la mairie finalement a eu peur que la colère soit dite, sauf que c'est vraiment contre-productif parce que si elle n'est pas exprimée, elle va pas disparaître en fait. Donc, Ce que tu dis me fait penser à une mini-série américaine qui est inspirée d'un fait réel qui s'appelle Show Me Your Hero, qui a été faite. C'est le mec qui a fait David Simons, le type qui a fait The Wire. Et en fait, c'est l'histoire du maire de Yonkers, 100 000 habitants, qui décide d'installer des HLM, majoritairement pour des populations noires, dans une ville qui est 100% blanche. Et effectivement, le fait qu'il n'y ait pas de sas de délibération et qu'on ne puisse pas en parler avant fait que tout le monde se crispe. Et un jour, le maire, pour on ne sait quelle raison, décide d'aller passer du temps à discuter avec les habitants des quartiers populaires de Yonkers, déconstruit ses représentations et finalement décide que ça se fera. Et ça se fait à son détriment, puisqu'évidemment, enfin, je ne veux pas spoiler ou divulgacher la fin, mais électoralement, c'est peu parlant. Donc évidemment, on voit bien que ce n'est pas une bonne méthode. On ne peut pas être d'un côté tout braqué ou de l'autre imposer la décision en marchepied. Toi, tu utilises quels outils pour faire en sorte que des gens qui ont des vues discordantes se parlent quand même? Alors, soit on peut aller directement sur le terrain et faire des entretiens avec un panel le plus représentatif possible, soit pour amasser des données, puisque nous aussi, on va en fait utiliser des outils statistiques, etc. On fait des questionnaires qu'on conçoit en se basant sur la littérature scientifique. Dans la littérature, on peut déjà essayer de dégager des grandes lignes directrices, des mécanismes psychologiques ou cognitifs qui peuvent être malmenés dans certaines situations et on va produire des questionnaires en fait qui vont aller interroger ces différents mécanismes-là. L'idéal, ce serait de pouvoir parler à beaucoup de gens avec des entretiens un peu cadrés, etc. Pour amasser de la donnée, on passe souvent par le questionnaire, ce qui a évidemment des défauts. Mais voilà, et d'être dans un dialogue perpétuel autour de la table, comme on disait. Et pour conclure ce tour de table sur la méthode, Inaë, alors évidemment, là, on ne peut pas prendre sur la question des violences. La question n'est pas tellement d'entendre tout le monde, puisque entendre les agresseurs, c'est pas nécessairement ça qu'il faut faire. Mais la question, on a beaucoup parlé sur la question des violences faites aux femmes, du fait qu'il y avait une libération de la parole, mais qu'en revanche, elle n'était pas entendue. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on réussit à transformer cette parole-là? Est-ce que tu as une solution que tu voudrais partager avec nous, par exemple? Effectivement, de ce qui a été dit là, il y a vraiment la force et l'importance, la prévalence de la parole et de la possibilité de partager des points de vue, des vécus, des ressentis. Et en même temps, il y a aussi un renforcement de la colère lorsque la parole est dite, donc avec un moment d'apaisement, et qu'ensuite il n'y ait pas d'action. C'est-à-dire que c'est pas tout pour l'idée politique collective de pouvoir dire si ensuite il n'y a pas de modification, il n'y a pas d'action. Aujourd'hui, ce qui est la question qui est difficile et qui est forte dans la question d'égalité des genres et de lutte contre les violences faites aux femmes, c'est que on parle beaucoup de libération de la parole. Dans l'absolu, les femmes ont toujours parlé. Les femmes ont toujours parlé des violences qui leur sont faites. Aujourd'hui, ce qui change effectivement, c'est une capacité d'entendre, c'est-à-dire qu'on voit que les personnes et notre société est plus apte à entendre et à aussi donner une réverbération plus grande à cette parole, c'est-à-dire de ne pas chercher à la faire taire immédiatement,
Pour autant, on a un grand changement qui se fait au niveau social de la compréhension de la réalité et de l'ampleur des violences et des inégalités, mais on a très peu de représentativité de ces questions-là dans l'espace de décision politique. Et on parlait par exemple de quotas, ou parlait de représentativité, c'est effectivement extrêmement important. Aujourd'hui, pour la question d'égalité des genres, pouvoir mettre des femmes dans des espaces de décision politique, c'est nécessairement un pas qu'on doit faire, mais pour autant, c'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin, c'est pas parce qu'on est une femme qu'on a un regard, une réflexion, une problématisation de la question des inégalités ou de l'égalité de genre. Donc ça veut dire que c'est aussi les personnes à qui on donne cette place, elles ont aussi un rôle de réflexion, un rôle de réflexion et de positionnement sur ces questions-là. Et il suffit pas de cocher des cases, parce qu'il y a quand même un imaginaire aujourd'hui qui se fait pas mal là-dessus sur la question de représentation et de diversité, c'est-à-dire cocher des cases, ce qui n'est pas du tout ni humanisant, ni problématique, ni politique. Finalement, c'est très factuel et opérationnel de cocher des cases. Et pour autant, représenter, donner de la voix, c'est mettre des personnes qui peuvent et qui veulent les porter. C'est pas uniquement mettre des personnes qui peuvent occuper un espace d'objet, quoi. C'est vraiment d'amener des personnes pour ce qu'elles ont à amener comme sujet et comme représentantes d'intérêt, de groupes d'intérêt, comme Armelle en parlait. Et aujourd'hui, c'est cette difficulté très forte qu'on retrouve dans les questions d'égalité. Un exemple qui a été très entendu dernièrement, c'est qu'on est donc depuis l'élection du dernier gouvernement, la grande cause nationale a été nommée. Donc il y a eu l'annonce d'une grande cause nationale qui est l'élimination des violences faites aux femmes, la lutte contre les violences faites aux femmes. Il y a eu beaucoup de mobilisation. On a eu l'année dernière la plus grande marche de mobilisation pour la lutte contre les violences faites aux femmes, autour du 25 novembre, qui est la journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes. Décidément, c'est répétitif. Et on a eu vraiment une mobilisation historique de personnes mobilisées dans la rue. Les questions arrivent, le mouvement MeToo a vraiment abreuvé tout le monde de l'information, de la réalité des violences et surtout de l'échelle dans laquelle elles s'exercent. Et pour autant, le gouvernement a nommé il y a quelques mois une personne au ministère de l'Intérieur, Gérald Darmanin, au ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur, ça veut dire qu'il devient chef de la police. La police, c'est celle qui enquête sur les questions de violences sexistes et sexuelles et dont l'enquête va servir pour amener une réponse judiciaire légale à une situation. Et aujourd'hui, on a un chef de la police, par exemple, qui est accusé de viol, d'agression sexuelle et de violences sexistes et sexuelles. Donc, c'est-à-dire que la parole est là, on parle beaucoup du fait qu'elle se libère, on parle beaucoup du fait qu'elle est entendue, mais ensuite, comment est-ce qu'elle se transforme en un espace de modification collective? Et lorsqu'elle est dite, mais n'amène pas d'action en face, finalement, la colère se maintient et même la colère se transforme. Et ça revient exactement au mot qui était proposé au début, là, c'est-à-dire la différence entre ce qui est dit et ce qui est fait, le sentiment alors je me souviens plus, le sentiment de ne pas être pris en compte, oui. Il me semble. Et c'est vraiment ce qui se cristallise dans ces moments-là. Alors, peut-être que cette première question du public, pleine de bon sens, peut être pour toi, mais sinon les autres, je vous la soumets. Est-ce qu'il n'est pas paradoxal de considérer la colère comme saine et en même temps de vouloir la prévenir? Donc les femmes, libérez-vous, mais pas trop, quoi, en quelque sorte. Ça considère quoi, ça? Et peut-être qu'Emma voudra réagir là-dessus rapidement pour ce côté-là. Nous, dans ce qu'on fait vraiment avec En Avant Toutes, on essaye peu de prévenir la colère. On lui donne au contraire la capacité d'exister, notamment parce qu'on en parlera peut-être un peu plus ensuite, mais dans notre société, on a vraiment une éducation genrée, différenciée quand on est une petite fille ou un garçon. On va avoir des
des activités, des types de comportements. On va être socialisé de différentes manières et notre panel d'émotions est aussi orienté socialement. Mmh. Et on attribue les émotions comme la colère, la rage, l'agressivité au masculin, aux garçons, aux petits garçons, alors qu'aux petites filles et aux femmes, on attribue bien davantage la douceur, la tristesse, l'empathie, l'écoute. Donc ça fait vraiment des comportements très différenciés et ça fait des personnes qui grandissent dans une société avec des rapports extrêmement différents à leurs émotions. Nous, aujourd'hui, quand on s'adresse aux jeunes femmes et aux jeunes hommes, on essaye de leur donner accès aux émotions qui leur ont été très peu transmises ou pour lesquelles il y a eu peu de place. Mmh. Et aujourd'hui, les femmes, apprendre à être en colère, pour une femme dans notre société, c'est vraiment un travail, c'est un chemin qui est à faire pour réussir à se donner le droit d'être en colère et même comprendre ce que ça veut dire, comprendre comment l'exprimer. Donc, c'est une éducation. Nous, on éduque plutôt dans notre travail, on éduque aussi les femmes à s'approprier le droit, la légitimité et la capacité d'agir avec leur colère, au même titre qu'on éduque beaucoup les jeunes hommes à pouvoir faire action de tristesse, de sensibilité, de tendresse, qui sont des espaces dont notre société a grandement besoin et qui sont essentiels pour le bien collectif. Donc la colère, on prévient, nous on essaye justement de prévenir les violences, les comportements violents, les injustices, mais pas du tout de prévenir la colère. Emma, j'imagine que tu seras d'accord sur le fait qu'effectivement les hommes ont le droit d'être en colère. Quand on pense aux portraits de dirigeants, ils piquent des colères froides, qui remobilisent leurs équipes et c'est très bien. Mais quand la seule femme dirigeante du CAC 40, Isabelle Cocher, a été évincée, c'est parce qu'en fait, elle n'arrivait pas à maîtriser ses émotions et elle piquait des colères qui étaient hystériques. Tout le monde sait qu'hystérique vient d'utérus. Donc, enfin voilà, tout ça ne va pas, quoi. Tout ça ne va pas du tout. En effet, on sait que les émotions, elles sont ressenties par tous et toutes. C'est-à-dire qu'il y a cette croyance-là que les femmes sont émotionnelles plus que les hommes. C'est complètement faux. Ce qui va changer, c'est la façon dont on exprime l'émotion, avec, comme le disait Inae, des stéréotypes qui font que on va attendre les hommes dans la revendication, la confrontation, etc., et les femmes dans la soumission. Même quand on fait des expériences au laboratoire, pour l'avoir fait moi-même et qu'on fait des expériences où les participants ils doivent reconnaître des émotions sur les visages, on voit qu'on arrive plus facilement à voir la colère sur le visage d'un homme et la peur sur le visage d'une femme, parce que c'est de ces représentations-là qu'on est inondé. Et pour répondre à la question, je disais tout à l'heure, la colère, l'émotion, elle est saine, elle est utile. Ce qu'il faut prévenir, c'est pas la colère elle-même, ce serait la surcharge émotionnelle ou l'épuisement en fait. Le fait que cette surcharge, la colère, elle peut pas être libérée. Et quand elle est ignorée ou quand on fait semblant de l'écouter et qu'on n'y apporte en fait aucune réponse, comme disait Inae. Donc, faut pas prévenir la colère. Enfin, la colère, elle est saine et elle permet la mobilisation aussi. Elle permet le fait de partager une émotion commune. Ça crée de la cohésion sociale. Ça fait que les gens peuvent se mobiliser. Donc, cette colère, elle est saine. Ce qu'il faut éviter, prévenir, à mon avis, c'est cette surcharge émotionnelle, c'est l'épuisement, c'est le stade où ça commence aussi à affecter la santé mentale, etc. Donc, je suis pas pour prévenir la colère non plus. Je pense que c'est très sain. Ça meut les individus. Il faut faire en sorte que cette colère, elle puisse être exprimée et entendue pour qu'on n'arrive pas à des phénomènes où il y a du bouillonnement qui devient peut-être délétère pour les individus et pour les groupes. Armel, sur cette question, toi, tu avais fait donc un Tour de France en 2014, mais tu en as fait un autre en 2018. Tu es un peu allé voir ce qui se passait avec les colères citoyennes des ronds-points des Gilets jaunes. Alors là, effectivement, il y avait les bons Gilets jaunes qui manifestaient de manière très pacifique, et puis il y avait ceux qui étaient vraiment en colère. Et alors eux, évidemment, il fallait plus leur parler. Donc par rapport à la question du public, est-ce que c'est pas un peu paradoxal de dire ils ont raison, ils ont tellement de raisons d'être en colère, mais attention, dès qu'ils se mettent à vraiment hurler trop fort, il faut la prévenir et ça ne peut pas être une manière citoyenne de s'exprimer. À l'échelle d'un territoire ou d'une société, mais je pense que c'est un peu comme à l'échelle d'un individu, ce qu'il faut éviter, dans l'idéal, c'est que la colère devienne violente et que ça devienne une violence sourde qui ne
qui ne fait plus que détruire. Et donc je pense que pour moi, les Gilets jaunes, c'est un constat d'échec de notre société à entendre suffisamment tôt et proposer des mécanismes et des systèmes satisfaisants pour que des colères qui étaient là depuis longtemps puissent se transformer en action et en modification de la société pour qu'elle ne génère plus ces colères-là. Et donc, en effet, moi, je rejoins ce qui vient d'être dit. Voilà, c'est que l'idée n'est pas d'éviter les colères, par contre, l'idée est d'éviter une accumulation de colère qui ne serait pas entendue et qui, à un moment, font exploser la cocotte minute, quoi. Et donc, oui, certains dispositifs d'écoute sont un peu une soupape. Le seul problème, c'est que quand on fait que écouter, on fait que ouvrir un petit peu la soupape et la cocotte continue à bouillir et finira par exploser. Et donc, pour moi, la réponse, par exemple, au Gilet jaune, le grand débat, c'était une soupape qui était intéressante de pouvoir de dire là, on a une colère citoyenne énorme qui s'exprime sur les ronds-points et qui vient mettre une pression très forte sur le système politique. Et le problème, c'est que ça n'a été qu'une soupape, c'est-à-dire que on a bien vu répondre sous forme de on va grand débattre, génial. Il y a eu plein de formes de débats différents, de plein de manières, avec plein de gens qui venaient. Globalement, quand on a regardé la sociologie des gens qui venaient, c'était quand même pas vraiment les gilets jaunes ou en tout cas les personnes les plus en colère. Et il y avait quand même beaucoup de gens qui étaient plutôt sympathisants LREM, si je caricature la sociologie, mais il y a un observatoire du débat, observatoire des débats qu'on a contribué à monter, qui a observé la sociologie du grand débat et qui était, voilà, en tout cas pas très représentatif, mais peu importe, le réflexe de dire quand il y a une colère citoyenne, il faut pouvoir en débattre, était plutôt un bon réflexe. Sauf que derrière, le mécanisme utilisé de dire toute cette matière du grand débat, on ne sait pas trop ce qui en a été fait, et il y a une synthèse en fait qui en a été faite, mais qui est arrivée sur le bureau du président de la République, qui a pu piocher deux, trois trucs dedans pour faire des annonces. Ce mécanisme-là est plus que problématique. Il vient renforcer les colères. Et pour moi, la colère des Gilets jaunes, elle est toujours ultra présente et elle ressortira d'une manière ou d'une autre à un moment ou à un autre. Voilà, le mécanisme qui a été proposé, en fait, a été juste une soupape pour dire parlons-en, mais finalement, il n'y a pas eu de transformation systémique qui permette d'éviter que ça revienne et une déception très forte sur ce qui a débouché de tout ça. Alors justement, il y a une autre question qui arrive, qui serait la prolongation de ce que tu viens de dire. Comment le design peut-il exprimer non pas la réponse à la colère, mais la colère elle-même, et est-ce qu'il a intérêt à le faire? Si on reprend le cas des Gilets jaunes, ça aurait été non pas au lieu d'avoir un grand débat où il y a à nouveau des intermédiaires, des maires, des députés qui viennent, de permettre aux citoyens de s'exprimer directement et de rendre des comptes avec comment dire, une transparence totale sur le processus délibératif. Or, on a eu l'inverse, comme tu l'as rappelé, à peu près 30 000 propositions, et au final, on nous en sort 3-4 sans qu'on comprenne bien comment ça a été fait. Est-ce qu'on aurait pu avoir un design différent? Bah, ouais, au-delà d'on aurait pu, on aurait vraiment dû avoir un design différent du dispositif. Mais la question qui est là, comment le design peut exprimer aussi la colère elle-même, moi je trouve que c'est une question super intéressante. Je n'ai pas forcément de réponse là telle quelle. J'ai l'impression qu'il y a en fait beaucoup d'éléments, en tout cas, qui peuvent se rattacher au design ou qui sont utilisés par les designers, qui se retrouvent de manière assez spontanée dans l'expression des colères, quand on voit la créativité qu'il peut y avoir dans les marches pour le climat, sur des affiches, quand on voit et je ne parle pas du graphisme de l'affiche, hein, mais je parle vraiment d'une expression qui passe par d'autres formats que simplement le mot et le texte et le discours qui sont les langages du politique, mais qui passent aussi par l'image, par la représentation, par le corps parfois, par des choses qui peuvent être théâtralisées, par des happenings. Quand on regarde les actions d'Extinction Rébellion, par exemple, il y a beaucoup de choses que moi, dont je retrouve un ADN du design dans tout ça. Et peut-être pour creuser, il y a la question aussi, je pense, du design fiction.
qui vient à un moment mettre en avant. Je ne sais pas si c'est une bonne manière de représenter les colères, mais en tout cas, ça peut être une bonne manière de venir questionner et de venir à un moment provoquer de la colère par du factice et par de la fiction provocatrice. Et donc, en tout cas, le design, oui, il peut servir d'une part, aller chercher les colères avant qu'elles ne deviennent violence pure. Et ensuite, le design, il peut aussi, et surtout, et moi c'est là-dessus que je bosse, servir à concevoir les dispositifs, les systèmes d'organisation politique, d'organisation humaine pour être en capacité de produire de la transformation et de répondre aux colères, pas uniquement par de la soif de décompression qui serait de l'écoute. Inaë, est-ce que tu trouves que le design a intérêt à représenter la colère? Évidemment, sur la question des violences faites aux femmes, on a tous en tête les murs des villes qui, du jour au lendemain, se sont mis à voir fleurir des slogans en bas de mon immeuble d'un quartier paisible. Il y a marqué « Les hommes de qualité ne craignent pas l'égalité », qui n'est pas le plus vilain slogan. Forcément, ça interpelle. Est-ce que pour toi, c'est une réponse? J'y pensais justement, Armel, avec ce que tu exposais. En bas de chez moi, il y a écrit des réformes avant qu'on soit morte. Donc, on n'a pas exactement la même ambiance, mais on voit l'idée. Plus en colère. Effectivement, ça a été très fort. L'occupation des rues par les messages collés, ça a été vraiment une manière pour les femmes d'occuper cet espace, d'investir cet espace et d'obliger aussi, d'une certaine manière. Parce que dans le discours, donc on parlait déjà des émotions qui sont genrées, et il y a aussi la prise au sérieux. Et aujourd'hui, dans notre société, la parole féminine est aussi très ridiculisée ou très minimisée, ou mais c'est parce qu'elle est mignonne, ou c'est parce qu'elle est émotive, ou c'est parce qu'elle verra plus tard. C'est d'autant plus le cas chez les jeunes. La jeunesse aujourd'hui est souvent peu entendue, peu respectée dans beaucoup de ces positionnements. Et ce sont beaucoup des jeunes femmes qui collent aujourd'hui, qui occupent la rue et qui mettent ces messages-là, ces messages de colère, mais aussi ces messages qui sont parfois, au contraire, extrêmement tendres, ambitieux, pédagogiques, rassembleurs. Il y a aussi tout, il y a beaucoup d'émotions qui s'y passent. Et en même temps, là où pour moi ça montre finalement à quel point l'espace de parole n'est pas, c'est que ce n'est pas de la discussion, c'est de l'espace investi, parce que justement il n'y a pas tant d'autres espaces de discussion. C'est-à-dire que nous, par exemple, quand on a monté en avant tout vraiment le travail qu'on fait, c'est-à-dire qu'on a un chat. On a un chat qui est un chat en tête-à-tête, comme une messagerie instantanée. Ce n'est pas un forum. Ce n'est pas non plus un espace de témoignage. C'est quand même très différent de parler seul que de parler à quelqu'un. Dire, ce n'est pas dialoguer nécessairement. Et aujourd'hui, le fait d'investir comme ça l'espace public aussi pour dire, pour imposer sa parole, je trouve ça personnellement très fort, très nécessaire, très, très beau, et en même temps très représentatif. Que ce n'est pas le dialogue qui est l'espace préférentiel aujourd'hui d'avancée commune. Et qu'en fait, il nous faut imposer une parole, il nous faut imposer des phrases et des compréhensions pour qu'elles puissent être comprises, parce que l'échange n'est pas le fonctionnement habituel, quoi. L'échange n'est pas le fonctionnement compris comme fonctionnement collectif. Et c'est très représentatif. Ces collages en sont très représentatifs. Les collages, où on peut penser à ce que fait le collectif La Barbe dans le domaine des médias ou de la culture, c'est-à-dire qu'en fait, les femmes sont encore trop réduites à des happenings pour faire entendre des revendications légitimes, mais qui sont tues, T-U-E-S, dans l'espace public, en fait, c'est ça que tu dis. Oui, aujourd'hui, finalement, il y a un autre fait qui est quand même très, très démonstratif, je trouve, les grandes marches qu'il y a eu donc, ces dernières années autour du 25 novembre, l'année dernière. Elle a rassemblé vraiment énormément de personnes, et c'est une marche, ça fait partie des seules manifestations qui rassemblent autant de monde où il n'y a pas de violence. C'est d'ailleurs une marche, l'année dernière, c'était très fort à Paris, de voir à quel point il y avait peu de forces de l'ordre, notamment parce que la colère des femmes fait très peu peur. Aussi parce qu'on y est peu habitué, on est peu rompu à l'exercice, mais aussi parce qu'on effraie peu.
Et le fait que ce soit de faire si peu peur, c'est aussi, ça montre à quel point la parole n'est pas inquiétante, mais n'est pas aussi n'a peu de poids finalement. Puisque la peur est quand même une réaction, enfin est quand même une émotion qui fait réagir souvent à beaucoup de choses. L'entente ou le dialogue parfois moins. Et donc c'est aussi ce que ça démontre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, malgré tout, déjà les femmes sont obligées d'utiliser de colère ou de happening ou de collage, c'est-à-dire d'espaces d'imposition. On est obligé d'imposer un espace de parole qui est, enfin, un espace d'écoute. Et en même temps, c'est encore réduit à ça aussi d'une certaine manière. C'est-à-dire que c'est positif et à la fois restreint. C'est-à-dire que ce ne sont que des moments sans visage, sans possibilité d'élaborer aussi, hein, puisque c'est quand même des temps de parole qui sont très réduits. Les collages sont réduits aussi dans leur espace géographique, enfin, dans leur espace physique. Et la barbe fait des interventions qui sont systématiquement arrêtées et sorties. Donc ça veut dire que le temps de parole qu'aujourd'hui les femmes enfin les femmes et les personnes pour l'égalité des genres, hein, arrivent à investir est vraiment extrêmement réduit. C'est comme des petites fenêtres dans lesquelles il faut s'engager très rapidement. Et donc c'est très démonstratif aussi de la valeur qui est accordée à la pensée des femmes et à leurs paroles. Emma, alors évidemment, tu peux répondre sur ce dernier point, mais sur la question de l'aménagement urbain, là en revanche, on a l'impression que les colères citoyennes arrivent fortement à se faire entendre, justement quand elles sont démonstratives. Plus elles sont démonstratives, plus elles se font entendre des pouvoirs publics. Je pense à Bure, je pense à Notre-Dame-des-Landes, je pense à Europa City, où en général des gens reculent face à l'expression de la colère citoyenne. Oui, il y a en effet quelques exemples qui nous permettent de garder espoir sur le fait que se mobiliser, ça peut permettre de dépasser ou de surmonter de repousser ce genre de projet-là. Évidemment que, enfin, il y a une question de visibilité, hein, après Inaël le disait, une cause, enfin une démonstration peut être très visible et la réponse apportée est très décevante ou elle n'est pas prise au sérieux. Donc en effet, c'est quand les espaces publics sont envahis, c'est plus dur d'ignorer la colère que quand elle se passe à l'échelle locale et que finalement tous les élus, tous les maires, tous les dirigeants reçoivent cette colère mais n'en font rien. À un moment donné, on peut plus l'ignorer. Donc ces mouvements-là, ils ont pour vertu au moins de visibiliser et de pousser à la prise en compte, idéalement, quoi. Ça reste quand même, enfin, j'ai l'impression que ce genre d'exemple se raréfie. Et encore une fois, ce ne sont que des exemples en contre, en défense, en résistance, mais pas en proposition où on arriverait à faire entendre ce qu'on veut. Ça, c'est quand même assez triste. C'est vrai. Il y a une autre question le public lillois. Je ne sais pas s'il est lillois, le public, mais en tout cas, le public est rudement intelligent. Même si on lui fournit des outils, est-ce que l'acteur public est prêt à recevoir, écouter et comprendre les colères citoyennes? Armel, c'est ce dont on parlait juste avant avec les Gilets jaunes, c'est parler, parler tant que vous voulez, mais enfin, ça ne changera pas grand-chose. En fait, il n'y a pas l'acteur public, heureusement, c'est-à-dire que dans la question, le côté acteur public est un peu restrictif ou réducteur, et du coup, ça dépend des acteurs publics. Et on voit qu'il y a quand même, heureusement, de plus en plus d'individus, en tout cas au sein des institutions publiques, qui font le diagnostic qu'on est dans une société dont les inégalités sont inacceptables, qu'on est dans une société qui a des défis en fait gigantesques face à elle, et qui est mal structurée, mal organisée, et qui n'apporte pas les bonnes réponses, pas suffisamment vite, etc. Et donc, heureusement, il y a certains acteurs publics et je pense à plein de villes, plein d'acteurs dans les territoires évidemment, mais aussi d'acteurs au sein aussi de députés, de personnes dans les ministères, etc., qui sont en train de changer, et culturellement on sent qu'il y a des avancées. Mais aussi parce que les situations sont de plus en plus catastrophiques et problématiques, quoi. Donc, je veux dire, heureusement qu'il y a des avancées, mais voilà. Et par contre, en tant que système, en tant que structure, et en tant que système qui est construit sur aussi
des années d'histoire et de fonctionnement et d'une espèce de culture très, très ancrée, notre Cinquième République, notre fonctionnement institutionnel est assez peu conçu et designé de manière très archaïque et en tout cas pas vraiment de manière pertinente pour intégrer en fait les colères dans la construction de la politique publique et dans sa mise à jour. Donc c'est pour ça que moi je trouve que là on parle de design parce qu'en fait on parle de comment est-ce qu'il faut concevoir quel autre système juridique, politique, institutionnel il faut concevoir pour bien plus intégrer ces colères et ne pas être obligé en fait de les imposer, les Aïnaïdes dans la rue. Dans l'idéal, pour moi, dans une société idéale, aucun groupe ne devrait avoir à imposer son discours dans la rue du fait de ne pas être entendu. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire aujourd'hui, au contraire, il faut le faire parce que c'est ça aussi qui fait évoluer le système. On n'aurait jamais réussi à obtenir la Convention citoyenne pour le climat s'il n'y avait pas eu les Gilets jaunes et la pression des Gilets jaunes dans la rue. Et la Convention citoyenne pour le climat est une expérimentation qui est loin d'être idéale. Et on voit qu'en plus, le fait qu'elle soit justement pas ancrée dans les institutions, elle ne tenait que à la parole présidentielle qui a dit je reprendrai sans filtre, nanana. Et on voit bien que cette parole présidentielle aujourd'hui, quand elle n'est pas tenue, on aurait été beaucoup plus puissant avec un système institutionnel qui obligeait soit le président de la République, soit les institutions. Si par exemple demain on avait une assemblée du futur qui fonctionne comme la Convention citoyenne avec des gens tirés au sort et qui avait le pouvoir dans la Constitution de déclencher des référendums, eh bien ça serait potentiellement un outil extrêmement puissant. Le référendum d'initiative citoyenne demandé par beaucoup de gilets jaunes, si on le pense comme un référendum d'initiative citoyenne avec du coup un déclenchement citoyen, mais aussi une phase de délibération qui peut déboucher derrière sur un référendum, ce type d'outil pourrait être très puissant et permettre à des colères d'avoir un aboutissement réel dans la transformation des politiques publiques. Et ça pourrait ne pas coûter un euro de plus aux contribuables à condition de supprimer le Sénat. Je m'excuse s'il y a des sénatrices ou des sénateurs qui nous suivent, mais il a souvent été marqué qu'il y avait une disproportion marquée entre le coût de financement du Sénat et son utilité sociale, puisque en définitive l'Assemblée a le dernier mot, et qu'on pourrait donc justement faire une chambre d'expérimentation. C'est une question qui arrive de la part du public. Petite remarque pour vous trois, comme on est dans la deuxième heure de cette conférence, n'hésitez pas à prendre des exemples concrets de solutions de projets bien designés qui marchent, qui résoudent des colères pour qu'on ne se quitte pas sur une note négative et empêchée. La question étant, on parle beaucoup de contestation et de rapport à l'autorité, quid de l'expérimentation comme réponse aux colères et comment les institutions pourraient-elles accepter de lâcher prise? Justement, tu citais le RIC, le référendum d'initiative citoyenne. Évidemment, si on pense tout de suite à un niveau national et sur une question clivante pour l'exécutif, par exemple, faut-il rétablir l'ISF? On comprend bien que le gouvernement ne veuille pas y aller, mais est-ce que c'est pas plus que jamais l'occasion de décentraliser un peu et d'expérimenter en local? Si, tout à fait. C'était le projet d'ailleurs il y a des listes qui se sont dit municipalistes pendant la campagne là, à l'échelle des municipales, pardon. Alors, il n'y en a pas tant que ça en fait qui se sont dit municipalistes, mais il y en a quand même beaucoup qui ont fait campagne de manière très participative, ont conçu des systèmes de gouvernance en interne, des systèmes de désignation de leurs candidats, des systèmes aussi pour aller chercher les non-votants, les abstentionnistes, les non-inscrits, etc., qui ont été très intéressants et qui avaient dans leur discours quelque chose qui dépassait les compétences de la commune et qui disait notre objectif, il est de se servir de notre collectivité comme d'un laboratoire pour voir comment on va répondre aux enjeux environnementaux, aux enjeux sociaux, à la lutte contre les inégalités, etc., etc. Avec du coup, aujourd'hui, il y en a beaucoup. Enfin, nous, on en a dénombré avec Action Commune. Je crois qu'il y avait, il y a des chiffres différents selon la police et les syndicats, mais en gros, entre 500 et 1000 listes participatives en fonction de comment on définit le participatif qui ont été dénombrées, et il y en a 66 qui ont été élus, dont certaines grosses villes. Quand on regarde Poitiers,
la dynamique de Poitiers Collectif a été une dynamique très participative. Ils ont désigné leur tête de liste et leurs différentes personnes sur la liste avec un système qui s'appelle l'élection sans candidat. Ils ont pris beaucoup de décisions avec ce qu'on appelle la prise de décision par consentement. C'est des outils qui viennent de la gouvernance partagée et qui sont potentiellement très puissants et qui changent complètement la manière dont fonctionne une prise de décision. On n'est plus sur de la majorité où il suffit d'être 50% plus une personne pour avoir raison contre toutes les autres. Et ça fonctionne avec un système de zéro objection. Donc on n'essaye pas de mettre tout le monde d'accord, mais on essaye de faire en sorte que personne n'ait une objection fondamentale à ce que une décision soit prise. Et ce type de système-là, qui ont été expérimentés dans ces collectifs, enfin, déjà dans ces collectifs citoyens, puis dans ces listes citoyennes, et maintenant qui vont être expérimentés dans pas mal de territoires. Je pense alors j'ai cité Poitiers, mais il y a aussi Annecy qui est très intéressant à regarder, dans les villes un peu grosses, et plein de plus petites villes qui sont en train d'expérimenter et d'innover sur ces sujets-là. Et nous, on les accompagne. On a un labo dans Démocratie Ouverte où on accompagne quelques collectivités à innover pour que, en fait, on puisse faire la preuve à une échelle locale de comment ça fonctionne. En plus, ça change, ça acculture aussi tout un tas d'acteurs, et que derrière, à l'échelle nationale, mais même d'ailleurs à l'échelle européenne et demain à l'échelle globale, on puisse avoir des systèmes de gouvernance bien plus, qui correspondent bien plus aux gros défis qu'on a relevés. Et Emma, sur la question du lâcher-prise des acteurs locaux, puisque c'est évidemment ton échelle de référence, tu as des exemples d'expérimentation réussie en tête? Je pense que, en effet, on va pas trouver de solution globale, et surtout pour que quelqu'un passe à l'action, il faut qu'il ait l'intention. Pour avoir l'intention, il faut qu'il ait la croyance forte que ça va marcher. Pour avoir la croyance forte, il faut qu'il ait vu autour de lui que ça peut marcher. Je pense que du coup, les initiatives qui naissent partout, il faut les médiatiser, il faut en parler énormément parce que ça peut faire cheminer les individus, les dirigeants dans leur pensée de l'information à la croyance, à l'intention et à l'action finalement, et que s'il n'y a pas de conviction, s'il n'y a pas de croyance, l'action est très difficile. Hein. Donc il faut multiplier ces exemples-là, et c'est bien de mettre le projecteur là-dessus. Merci pour la question. Il y a pas mal d'exemples inspirants, surtout pas en France, enfin sur mon sujet, mais Fais-nous voyager. Alors, par exemple, il y a en Espagne, et puis après je citerai brièvement en France, mais en Espagne, à Barcelone, un projet qui s'appelle le projet des superblocs, où ils ont décidé de fermer certains espaces publics à la voiture, enfin de piétoniser des blocs d'immeubles, de faire des îlots, en fait des formes d'îlots dans la ville, où du coup, puisqu'il n'y a plus de voitures, il y a aussi beaucoup plus de partage égalitaire de l'espace public avec des enfants, des personnes âgées, des personnes handicapées, des femmes et des hommes dans les rues. Et en fait, ils ont construit tout un processus où ils sont vraiment allés chercher les citoyens locaux. Et après, il y avait des relais entre citoyens locaux, des gens qui coordonnaient la consultation de ces citoyens et les élus. Et chaque réunion était ensuite retranscrite avec un compte-rendu public en ligne pour montrer que oui, on prend en compte le local, on prend en compte les citoyens. Mais regardez, c'est pas une prise en compte accessoire ou anecdotique, et puis juste pour dire qu'on a fait de la concertation, de la participation. Et ensuite, il y avait des comptes rendus en ligne qui montraient toutes les idées, pour avoir un processus qui soit aussi ouvert que possible. Et je pense que cette ouverture, elle est assez clé. Et ce projet-là, il est en train de fleurir en fait dans la ville de Barcelone à plein d'endroits, et puis aussi dans d'autres villes. Donc c'est un processus, on est vraiment allé chercher, on a considéré que comme disait Armel tout à l'heure, les citoyens sont des experts de leur quartier, experts d'usage, et de les faire rentrer dans le processus, mais de façon authentique, et avec des comptes rendus qui montrent bien toutes les décisions qui sont prises, toutes les informations qui sont échangées, etc. Et en France, je pense qu'il y a un exemple, c'est un exemple que j'aime, il y en a d'autres plus récents, mais de l'Université foraine à Rennes. En fait, c'est Patrick Bouchin et Sophie Ricard qui ont investi l'hôtel Pasteur à Rennes. Donc, ils sont deux architectes, Sophie Ricard est architecte urbaniste, qui ont
investi cet hôtel Pasteur qui était délaissé depuis une quinzaine d'années et qui l'ont investi pendant 2 ans avec un contrat un peu avec les dirigeants d'occuper le lieu et de l'entretenir en même temps. Donc, il y a une sorte de rapport donnant-donnant, mais il fallait pour ça accepter de faire en marchant, de pas tout maîtriser d'avance. Et je pense que c'est ça, là, sur les questions, sur les projets dont je parle, enfin, sur lesquels je travaille, il y a vraiment parfois la nécessité de laisser l'espace et le temps à ce que tout ça se mette en place. Mais ça fait peur, en fait, de lancer un lieu sans programme et de laisser le programme se créer au cours du temps. Ça fait peur et c'est pour ça que souvent on n'y va pas. Mais dans le cas de l'hôtel Pasteur, voilà, c'est un des exemples où on a laissé pendant 2 ans cet hôtel Pasteur être occupé par plein de gens différents qui venaient de quelques heures à 3 mois et qui occupaient le lieu tout en le rénovant. Et donc ça a marché suffisamment bien pour qu'une fois que la mairie en 2015 a repris l'hôtel Pasteur, ils ont pérennisé un hôtel à projet dans l'hôtel Pasteur où il y a toujours cette question de lieu ouvert, sans programmation figée et qui répond aux besoins du terrain. S'il y a besoin d'une salle d'attente pour un médecin qui est pas loin, qui en a pas, elle se crée là pour quelques mois, le temps qu'il trouve une solution, etc. Enfin, c'est quelque chose qui est très organique et voilà, c'est des preuves de concepts que quand on va aller chercher les gens et qu'on leur demande ce dont ils ont besoin dans leur quartier, par exemple, on peut réussir à faire des choses qui marchent vraiment bien. Et là, la rénovation, les coûts de rénovation de cet hôtel Pasteur, ils ont été très réduits parce qu'il y a eu du coup, c'était aussi intéressant du point de vue financier, économique, quoi, parce que ça passe aussi par là. Mais voilà, peut-être 2 exemples de boucles vertueuses où on est vraiment allé sur le terrain, récolter les besoins et les comprendre et que ça a bénéficié ensuite à la ville. Ouais, mais je crois que Rennes est une ville assez pionnière en la matière. Ils avaient été les premiers à créer un bureau des temps et à demander à l'ensemble des acteurs locaux comment désengorger les transports en commun. Et en fait, ils s'étaient rendus compte qu'en avançant l'ouverture des cours de fac de un quart d'heure, juste un quart d'heure permettait de désengorger complètement le métro et de fluidifier la ville. Preuve que si on fait une approche de design qui prend vraiment en compte la parole de toutes et tous, on arrive à débloquer beaucoup de choses. Inaë, tu as des exemples vertueux aussi à nous partager? Oui, j'ai envie de rebondir sur plusieurs choses. La première, c'est que on a aussi quand même très souvent envie d'avoir des outils pratiques pour résoudre des questions émotionnelles. Et c'est bien, ça peut être utile. Enfin, je veux dire, ce sont des outils qui nous aident, mais pour autant, l'émotion, les représentations, les imaginaires, ce sont des espaces sur lesquels on a besoin de travailler à l'intérieur de nous, au-delà en se projetant sur une grille d'action ou un plan d'action ou une manière de faire, par exemple. Et je trouve que c'est aussi une manière de transformer un petit peu les valeurs et de remettre dans le politique et dans la politique un espace d'intimité. C'est-à-dire que la politique, le politique n'est pas uniquement un espace opérationnel. C'est pas uniquement un espace qui doit mettre en place des choses pratiques pour que certaines choses se fluidifient, même si évidemment c'est aussi une nécessité, c'est aussi un espace. Mais je trouve qu'aujourd'hui, depuis le début de cette conférence, on parle de colère, on parle d'émotion. Et pourtant, on a aujourd'hui un système et une organisation politique qui pense peu aux émotions, où les émotions ont peu d'espace de prise en compte, de compréhension, ce qui fait qu'on a aussi une administration qui ne sait pas réagir à de la colère, qui est une émotion, et qui n'a jamais pensé, enfin la colère, justement parce qu'elle est une émotion, n'est pas juste un plan d'action, n'est pas des points précis de il nous faut ça, 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 ça et ça. L'émotion, c'est un espace humain qui n'est pas nécessairement organisationnel. Et aujourd'hui, on a très peu dans nos institutions d'estime et de valeur donnée aux espaces émotionnels, notamment parce que tout ce qui est émotivité est aussi attribué au féminin. Aujourd'hui, nos institutions, elles sont assimilées à
l'autorité, la stabilité, la force, l'intransigeance. Enfin, dites-moi si vous voyez d'autres choses, hein, mais souvent quand on questionne, c'est quand même plutôt ces valeurs-là qui ressortent dans l'imaginaire de l'institution. Ce sont des valeurs qui sont déjà très masculines. Et ensuite, ce sont des valeurs qui sont très peu intimes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons des institutions politiques qui n'ont pas d'espace pour penser à elles et pour se ressentir. Comment peut-on traiter une émotion? Comment peut-on être capable d'absorber une émotion humaine si on se doit de créer un espace qui n'a pas le droit à l'émotion? C'est quand même c'est la difficulté face à laquelle on est depuis le début, et on cherche souvent une manière pratique d'y répondre. Et les manières pratiques sont des outils qui sont nécessaires, mais en fait, on peut multiplier les outils si on ne va pas, enfin, on risque d'avoir à toujours multiplier les outils, à les rendre toujours multiformes, parce que la colère se déplacera et se déplacera et se déplacera. Puisqu'il y a il y a vraiment un espace d'introspection à avoir. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, nous, on travaille avec plusieurs collectivités, avec des institutions, où on va pour parler d'émotions d'abord, parce qu'en fait, si on veut parler d'égalité, si on veut parler d'égalité dans notre société, ça nous demande de questionner qui nous sommes, les uns par rapport aux autres, les unes par rapport aux autres, comment nous considérons les autres, comment nous nous considérons, et pas uniquement comment est-ce qu'on peut faire une boîte fonctionnelle, puisque ce sont des gens au final qui sont dans cette boîte et qui vont décider émotionnellement de comment ils et elles vont interagir avec certaines propositions et certaines réalités. Et aujourd'hui, on voit que quand on crée des espaces pour parler des émotions qui nous constituent, d'abord en tant que personne et ensuite en tant que représentante d'une entité collective qui est elle aussi pleine d'émotions, ça nous permet d'être capable d'agir, de réagir. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a une difficulté de dialogue aussi parfois, c'est parce qu'on accepte uniquement de penser la parole rationnelle, comme si elle était dénuée de personne, en fait, derrière, c'est-à-dire la parole pour ce qu'elle est exactement, alors que la parole arrive avec des cris, des pleurs, de la rage et toute l'émotion qui va avec. Et c'est aujourd'hui difficile à prendre en charge. Et nous, on le voit, du coup, quand on intervient dans des institutions, le premier travail qu'il y a à faire pour qu'elles puissent effectivement changer, c'est d'aller à l'encontre de ce qu'on leur demande toujours, d'accepter qu'elles ne savent pas, d'accepter qu'elles n'ont pas toutes les réponses, d'accepter qu'elles ne sont peut-être pas stables, fortes, autoritaires, intransigeantes, parce que ce sont des espaces qu'on exige d'elles qui ne sont pas des espaces émotionnels et qu'elles ont à traiter des humains. Elles ont à traiter des humains, elles n'ont pas à traiter des flux de marchandises ou des entrées et sorties de vente de choses, elles ont à traiter des humains qui vont arriver avec la rage, avec la peur, avec l'incompréhension, avec le doute. Et aujourd'hui, nos administrations sont souvent justement les réceptacles de la colère qui monte en soupape, qui n'a pas d'espace où être transformée ni transmise, et elle se déverse sur des espaces, sur ces personnes-ci, sur ces espaces d'institutions qui ne sont pas du tout armés et qui n'ont pas même en fait le droit de se penser comme espace émotionnel. On voit du coup que quand on intervient dans des institutions pour se permettre, se redonner le droit de penser à soi, de penser à ce que on signifie en tant qu'émotion, arrêter de penser que nous sommes des objets dénués de rationalité alors qu'on essaye de faire une société, c'est tout de suite extrêmement bénéfique, puisqu'on arrive justement en voyant les émotions à extraire ce qu'est l'émotion, ce qu'est la proposition, ce qu'est l'envie, et à quel point aussi la parole est autre que ce qu'elle veut dire. Parfois, justement, la colère fait que des phrases sont dites alors que ce qui est signifié, c'est complètement autre chose. Donc, c'est aussi ça qu'on doit apprendre à manier. Et c'est quelque chose qui est très... Pardon. Juste une dernière chose. Une chose qui est aussi très visible dans ces espaces-là, c'est sur la question des violences faites aux femmes, par exemple, un espace où ça a été très significatif, c'est autour du mouvement MeToo, par exemple. Donc, le mouvement MeToo qui a été sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire un espace non institutionnel et un espace qui a été investi au même titre qu'aujourd'hui la rue est investie, c'est-à-dire investi pour un peu obliger à ce que le message passe. Et le mouvement MeToo, ça a d'abord été
un espace de soulagement. Enfin, ça a d'abord été investi par les femmes comme un espace de soulagement avant d'être un espace de colère politique, par exemple. Même si pour certaines, hein, dès le début, ça a été un espace de colère politique, ça a été beaucoup repris par les femmes comme un espace de soulagement, de droit de dire, de légitimité, de reconstruction personnelle. Et pour autant, ça a été compris comme un espace de violence. Parce que aujourd'hui, quand les femmes parlent des violences vécues, on trouve que c'est violent dans notre société. Et c'est très représentatif du fait qu'on ne sait pas ou peut traiter l'émotion. Parce que c'est un discours qui est amené, hein, MeToo, c'est des discours écrits en plus, donc qui n'avaient même pas la représentation physique de la voix, la mise en scène, tout ce dont Armelle parlait tout à l'heure, par exemple, dans les marches qui peuvent donner une autre teneur aussi, d'autres formes d'expression d'une volonté. Là, c'était vraiment des blocs écrits. Et malgré ça, donc l'écrit transmet beaucoup de choses. Hein. On ne va pas dire que parce que c'est écrit, il n'y a pas d'émotion, pas du tout. Mais malgré l'espace réduit d'expression qui peut être mis à sa rationalité la plus lointaine, quand une émotion est amenée, elle crée des émotions qu'on ne sait pas gérer aujourd'hui, qu'on ne veut pas avoir à gérer, comme si elle ne méritait pas d'espace de réflexion, de prise en compte, et que c'était un petit peu aller au feeling, comme on peut, comme on veut. Non, mais ça, c'est du bonus en fait, c'est inutile quoi. Et je trouve qu'on en vient aujourd'hui à vraiment le nez dans le fait qu'on a voulu rendre inutile ou estimer inutile ce qui est en fait à l'origine de la capacité de mobilisation collective et qu'il suffit, parce que je trouve, nous on le fait beaucoup et on trouve que c'est beaucoup plus simple que ce qu'il n'y paraît, il suffit de se permettre de se penser comme être sensible et comme institution sensible aussi, pour réussir à être à l'image de ce qui est nécessaire, des besoins qui sont là aujourd'hui de la part de la société. Alors, non, mais justement, ne t'excuse pas, ne va pas à l'encontre du stéréotype, parce qu'au contraire, c'était passionnant. Je vois que tu as plus qu'interpellé Armelle qui voulait réagir à ce sujet. Et après, j'invite les intervenants à regarder dans le chat à droite. Il y a eu quelques autres bonnes questions du public. Ouais, mais je voulais surtout dire un grand merci à Inaïd d'apporter ça parce que je suis complètement à 100% aligné sur ce vécu des institutions qui déshumanisent, mais par leur système et leur fonctionnement même, mais aussi par la représentation que s'en font les acteurs qui sont à l'intérieur et que leur renvoient aussi du coup les publics, parce que quand on attend d'une institution qu'elle soit infaillible, qu'elle soit forcément avec la bonne réponse au bon endroit au bon moment, et ben on lui renvoie aussi cette image, et donc c'est aussi parfois un cycle vicieux, quoi, un cercle vicieux qui s'opère. Et moi, j'abonde complètement. C'est impressionnant de voir comment, dans les institutions, la question de l'émotion est complètement pas là, quoi. Et c'est même moi ce qui a été à la racine de mon switch de bosser sur la question du design et d'aller vers la question de la démocratie et du fonctionnement des institutions. C'est que à un moment, dans un atelier de créativité au sein d'un conseil départemental, je faisais bosser des agents d'un conseil départemental pour essayer d'imaginer le fonctionnement de leur conseil départemental dans 10 ans. Donc un truc relativement courant, voilà. Et en fait, les agents étaient, pour certains d'entre eux, tellement soumis à des injonctions contradictoires, à une non-expression de leurs émotions, etc., qu'il y en a certains qui, au milieu de mon atelier, se sont mis à exploser en pleurs. Donc, bon, en tant que facilitateur, c'était moyennement facile de gérer le truc, mais je me suis rendu compte à quel point cette question de l'émotion n'était pas du tout présente et à quel point elle était pourtant très à fleur de peau, et d'autant plus pour des gens qui viennent s'engager dans le service public avec une volonté de servir, quoi, et qui y consacrent un temps et une énergie souvent incroyables et qui sont broyés par des systèmes et des machines qui dysfonctionnent profondément. Et l'autre point que je voulais rajouter, c'est que, plutôt peut-être du côté positif, c'est que moi justement c'est ça que je trouve très intéressant dans les systèmes de la gouvernance partagée. Je vous invite à aller voir les travaux de l'Université du Nou et ce que peut faire l'Université du Nou qui vient prendre des choses qui viennent de la communication non violente, des choses qui viennent de la sociocratie et de tout un tas d'endroits pour
construire des processus justement qui permettent de prendre des décisions et tout leur processus commence par des tours de parole où on commence par mettre des mots sur les émotions avec lesquelles on arrive et à différentes reprises, il y a de la place donnée aux émotions dans la prise de décision parce qu'en fait, une prise de décision, elle vient forcément toucher à de l'émotionnel parce qu'on touche à la vie des gens. Et comme le disait Inae, voilà, il y a de l'humain dans tout ça. Et prendre des décisions pour des humains, ça veut dire donner de l'argent à certains et pas à d'autres. Ça veut dire me mettre en difficulté ou essayer de travailler sur les difficultés de certains et pas d'autres. Ça veut dire des trucs qui sont compliqués, qui viennent remuer à l'intérieur. Et ces machins-là, si ça peut pas venir se dire, derrière, ça vient biaiser aussi les prises de décision en elles-mêmes. Et donc, dans le design très fin de comment est-ce qu'on anime aussi et on construit la prise de décision, mais là, au plus proche d'un groupe, on n'est pas dans la question des cases et des boîtes, etc., mais au plus proche de la construction d'un groupe et de ce que ça et de la place des individus dans un groupe et dans du coup les manières d'animer tout ça. Il y a aussi un champ d'innovation gigantesque avec des choses très intéressantes qui se font, mais avec énormément de choses encore à faire, notamment parce que notre culture institutionnelle très froide, très cadrée est ultra présente. Mais en rebond très pragmatique, il y a une excellente question de Bruno Cassette. L'expression des colères n'est-elle pas aussi et surtout le signe que nous avons perdu le moyen de connaître les réalités, les vécus? L'enjeu n'est-il pas de réinventer une capacité à connaître les réalités, des territoires et des vies? Si je prends deux services publics que je connais un peu, Pôle emploi, où il y a des colères qui s'expriment, mais de façon, là pour le coup, paroxystique. Il y a il y a des chercheurs d'emploi qui décompensent parce que un peu comme dans le film de Ken Loach, où ça a été filmé au Royaume-Uni, il y a des vies brisées et du coup, malheureusement, les conseillers Pôle emploi, ils sont pas préparés à ça. Ou en ce moment, à l'université, où il y a malheureusement trop peu de personnel qui est là, alors qu'il y a un engouffrement d'étudiants et puis des angoisses terribles parce que étudier en temps de Covid, c'est compliqué. Euh, les personnels ne sont pas préparés, sont en très grande souffrance. Le public est malheureusement en train de rattraper le privé en termes de souffrance au travail, peut-être même de le dépasser, je n'ai pas de statistiques. Est-ce que le design pourrait aider des dirigeants à comprendre la réalité qui sont vécues par leur personnel sur le terrain et les aider à changer, du coup, non plus leur représentation, mais leurs actions? Moi, je veux bien apporter un élément de réponse là-dessus parce que oui, oui, tout à fait d'accord avec ce que dit Bruno Cassette dans le chat. Et oui, le design parce qu'en fait, dans les démarches de design, un des premiers réflexes, c'est d'aller sur le terrain vivre ce que les usagers vivent et pas uniquement faire comme pourrait le faire le marketing, par exemple, des études chiffrées et du quantitatif, mais là, c'est encore plus que du qualitatif. En fait, c'est de l'ordre parfois de l'impalpable, de se mettre dans les baskets d'usagers d'un service public ou de citoyens d'une société pour comprendre ce qu'ils vivent. Et on ne peut jamais le comprendre à 100% parce que quand on est un homme blanc, hétéro, comme je le suis, et ben forcément, je ne pourrais pas vivre toutes ce que vivent d'autres personnes qui n'ont pas, qui ont pas mon statut. Mais malgré tout, le fait d'aller sur le terrain au quotidien à leur contact, en tant que designer, je peux en tout cas percevoir de manière beaucoup plus forte le vécu de certaines personnes. Et donc, ça, c'est très fort dans le design. Normalement, c'est un des premiers réflexes des designers, c'est d'aller sur le terrain, vivre une expérience. Et derrière, ça déclenche plein de choses qui vont servir dans la suite du processus de conception. Et donc, faire du design depuis son bureau sans aller vivre l'expérience, c'est pas faire du bon design selon moi. Et donc du bon design, pour peu qu'il y ait du bon et du mauvais design, c'est un peu manichéen, mais en tout cas, les designers qui vont vivre les expériences derrière conçoivent des dispositifs et imaginent des systèmes qui sont souvent beaucoup plus pertinents et proches des usagers et des besoins de ces usagers. Juste avant de donner la parole à Emma, il y a rien qui remplace jamais le terrain parce que j'avais vu une question passer sur le start-upisme et les outils technologiques. À un moment, on a beaucoup parlé des outils d'immersion avec de la réalité virtuelle. Je me souviens d'une très belle expo euh, sur l'AFD pour comprendre la réalité du changement climatique. On nous donnait à vivre ce que vivaient des personnages
qui vivaient dans des territoires affectés par le dérèglement climatique. En fait, il vaut mieux y aller directement. Quand on a la possibilité d'y aller directement, il vaut mieux y aller directement. Après, il y a des situations où, je sais pas, pour se projeter dans le futur, avoir des scénarios et de la modélisation, etc., ça peut être très intéressant pour éviter de prendre un avion et faire des centaines de milliers de kilomètres, juste des milliers de kilomètres pour aller vivre une expérience. Ça peut être utile. Je dis pas qu'il faut pas de numérique, mais quand c'est possible d'aller sur le terrain en vrai avec des vrais gens, faut y aller, ouais. Emma? Oui, entièrement d'accord évidemment sur le fait que rencontrer les gens, c'est quand même mieux que de faire de la réalité virtuelle quand c'est possible. Après, la réalité virtuelle, comme le disait Armel, il y a des études sur, par exemple, les violences faites aux femmes, justement, où ils mettent des personnes qui ont commis des violences envers les femmes dans la peau d'une femme qui est en train de subir des violences, et on se rend compte que ça modère le risque de récidive par rapport à la même thérapie sans réalité virtuelle, parce qu'on force le changement de perspective, et que ce changement de perspective-là, il est déterminant pour tous les processus empathiques. Je suis empathique de quelqu'un si je comprends sa situation, si je peux être capable de me mettre à sa place, etc. Donc, pour vivre des expériences qu'on n'aurait pas pu vivre autrement, ça peut être intéressant. Bon, il reste que c'est un outil qui est disponible que pour une frange de la population aussi, etc. Donc, bon, ça soulève plein de problèmes. Mais je voulais juste rebondir au passage sur toute la discussion sur l'émotion, le sensible et l'opposition à la froideur. Et je suis complètement d'accord, hein, c'est un sujet qui est problématique pour les institutions, mais en fait dans toutes les organisations, hein, dans les entreprises, on a aussi ce problème-là que finalement on considère que l'émotion c'est irrationnel. Alors que presque, il n'y a pas plus rationnel que l'émotion, parce que l'émotion, c'est un signal de survie. Avoir peur de quelque chose qui arrive qui va me tomber dessus et que ça me fasse me déplacer, que ça me fasse me protéger, c'est un signal de survie. L'émotion, c'est pas du tout irrationnel, et on a un dualisme qu'on a hérité, hein, depuis des siècles, qui est que la raison s'opposerait à l'émotion. Ça fait pas sens dans le cerveau. Tout est en discussion. Les régions émotionnelles sont en discussion avec les régions du raisonnement, elles sont en échange réciproque. Donc il n'y a pas deux systèmes, il n'y a pas l'émotion d'un côté et la raison de l'autre. L'émotion, ça nous aide à réagir de façon adaptée, donc c'est éminemment important de surtout l'écouter, parce que de toute façon, elle est là. Notre cerveau est fait de telle façon que l'émotion, elle a cette capacité de nous submerger. Parce que si on devait réfléchir à chaque réaction émotionnelle qu'on a, ben, on recevrait le truc sur la tête, on serait écrasé par la voiture, etc. Donc l'émotion, elle nous submerge parce que ça nous pousse à réagir vite. Et ça, c'est utile et c'est adapté. Heureusement qu'on ne peut pas le maîtriser. Et donc, il y a cette tendance à penser que l'émotion, c'est contraire à ce que serait un travail efficace, que serait une prise de décision claire et objective, alors que c'est une méconception majeure, et que tout se nourrit, et que le fait de ne pas interroger les émotions, ça ne les fait pas disparaître. Encore une fois, nous, on propose souvent de faire des diagnostics sensibles et émotionnels de la ville. Donc, c'est-à-dire que notre enjeu, c'est de diagnostiquer l'expérience émotionnelle, l'expérience sensible dans la ville. Et on a la conviction qu'en interrogeant ce versant-là, qui n'est pas est-ce que vous avez les transports en commun dont vous avez besoin, est-ce que vous avez les services dont vous avez besoin, qui est quelles sont les émotions que vous ressentez dans l'espace public, quelles sont les perceptions que vous avez, vraiment arriver sur ces versants-là, on arrive à des recommandations en termes d'architecture, en termes d'urbanisme, qui sont vraiment pertinentes. Il y a une frilosité quand on part comme si on essayait de partir sur un projet artistique un peu flou, mais non, en fait, nos émotions, nos perceptions, nos sens, c'est notre interface avec le monde. C'est absurde de ne pas interroger tout cet aspect-là. Donc, je suis complètement d'accord qu'il faut décrisper sur ces questions-là. Il y a beaucoup de crispation parce qu'aujourd'hui, voilà, ça paraît contre-intuitif de mettre de l'émotion dans un travail, alors que c'est tout sauf contre-intuitif. Donc, je suis complètement d'accord avec le fait qu'il faut ramener le sujet du sensible, ramener le sujet de l'émotionnel, tout en mettant un cadre pour dire que c'est des signaux qui sont très adaptés, qui ont une réalité, même si on doit du coup montrer des graphiques avec Enfin, moi, je suis scientifique, donc quand j'arrive avec ce propos-là, avec des graphiques pour dire regardez, ça existe chez tout le monde, les gens disent ah bah peut-être que finalement. Mais en fait, c'est ça, il faut arriver à faire rentrer cette question-là. On, on avance petit à petit, je pense, et il y a de plus en plus quand même de conscience qu'on ne peut pas faire en étant déconnecté du terrain et en étant déconnecté de ce que les gens pensent, ressentent, vivent.
Mais faut pousser vraiment dans cette direction parce que ça fera naître des choses qui seront très vertueuses, je pense, pour toutes ces questions-là. Juste, est-ce que pour les béotiens, tu peux nous donner à voir de manière tangible ce que c'est qu'un diagnostic émotionnel d'une ville? C'est-à-dire que basiquement, on va amener les individus dans un espace public, par exemple, et qu'on va les forcer à interroger leurs propres ressentis, leurs propres émotions. Ça peut se faire par des méthodes déclaratives, ça peut se faire par des questionnaires, ça peut se faire par des capteurs. On en utilise rarement parce que ça a rarement, on parlait de la donnée tout à l'heure et de la data. C'est pas toujours que c'est pertinent, mais parfois c'est pertinent parce que on sait aussi que l'expression de l'émotion, elle est pas pareille pour toutes et tous. On parlait des émotions genrées. Il y a des émotions qu'on n'ose pas exprimer et qu'on ressent par ailleurs. Donc là, les capteurs peuvent être intéressants parce que on attrape une dimension qui n'est pas déclarée, qui n'est peut-être pas conscientisée aussi. Mais voilà, on amène les habitants ou les citoyens quelconques dans un espace public et on les interroge sur ce qu'ils ressentent. Et c'est ça qui nous intéresse. C'est pas est-ce que vous trouvez ça beau, est-ce que vous trouvez ça moche, est-ce que ça répond à vos besoins ou non. C'est qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce que vous percevez. C'est vraiment d'avoir cette entrée-là. Donc c'est pas compliqué, hein. Enfin, je veux dire, ça nécessite pas des méthodologies rares et originales. C'est juste de changer de focus et de s'intéresser à ce que ressentent les gens. Euh, on arrive vers la fin de cette conférence. On va bientôt voir la slide initiale qui était, parce que vous avez un exemple de question de colère citoyenne résolue. Mais d'abord, il y a une question qui vient d'arriver. Et comme on parle du sensible et que le mot empathie vient d'être prononcé, est-ce que le design peut permettre de s'exercer à l'empathie, puisqu'il semblerait que ce soit une notion un peu en crise aujourd'hui? Est-ce que l'outil peut créer l'émotion? Je pense qu'en interrogeant la réalité du terrain dont on parlait, on va créer on va vraiment poser les piliers pour que cette empathie, elle se développe. Parce que si on interroge la réalité du terrain, si on interroge les besoins, les ressentis, les vécus, et qu'on les écoute authentiquement, avec ouverture, qu'on les écoute vraiment, on pose le pilier de l'empathie qui est le changement de perspective, qui est être capable de comprendre la perspective de quelqu'un d'autre. Donc oui, clairement, en mettant en place ce type de processus qui vont faire en sorte qu'on va aller interroger les gens et les écouter, oui, on va vers l'empathie parce qu'on permet ce changement de perspective et on permet le fait de se mettre dans les baskets des autres, comme disait Armel tout à l'heure. Inaë Warmel, vous voulez parler empathie ou vous voulez qu'on regarde la réponse? Moi, je veux bien dire un petit mot dessus, mais c'est en fait, moi, j'invite les designers à concevoir des dispositifs qui prennent en compte cette question de l'empathie et cette question émotionnelle et à concevoir du coup. Alors ça peut être des dispositifs pour provoquer des émotions, ça peut être quand on est sur des dispositifs là comme moi de travailler sur la conception, le chemin de conception de politique publique ou les méthodologies de concertation, etc. De faire en sorte que à plusieurs endroits la question de l'émotion soit présente, que ça soit sur le moment du diagnostic, et donc de faire des diagnostics sensibles et pas uniquement pseudo-rationnels, parce que j'entends ce que dit Emma, de ne pas mettre l'un à l'encontre de l'autre, mais qui serait uniquement chiffré, etc. Que ça soit au moment de la conception en tant que telle, quoi. C'est-à-dire dans un processus de co-construction, dans un processus d'idéation dans lequel on va faire du brainstorming, etc., avoir du sensible qui puisse aussi inspirer et permettre d'aller chercher des idées qui viennent de complètement ailleurs, etc. Ça peut être très puissant pour imaginer des solutions inédites, que ça soit au moment de la prise de décision, pour pas uniquement sur on a pris la décision, c'est bon, mais aussi qu'est-ce que ça me fait de prendre cette décision de cette manière-là, ou que ça soit cette décision qui soit prise, etc. Et moi, ce que je trouve très fort là-dedans, c'est qu'en fait, à partir du moment où on réussit à prendre des émotions, on construit du nous, parce qu'on vit ensemble les émotions et on construit un nous
collectif. C'est pour ça que l'université du nous s'appelle le nous. C'est que c'est pour ça que qu'est-ce que ça s'appelle comme ça, pardon. C'est que de groupes d'individus, le fait de passer par des formes de prise de décision, mais aussi d'action collective qui n'enlèvent pas les émotions et qui les prennent en compte, ça crée un nous qui est potentiellement très fort. Et donc, dans la construction d'une organisation, peut être une asso, une entreprise, mais ça peut être aussi une institution et demain un acteur d'un territoire, etc. C'est très important de construire du nous, c'est-à-dire de se reconnaître sur des choses communes, et parce que là aussi, c'est un acteur de la transformation et de la mise en mouvement d'une société. Et pour moi, le gros sujet, c'est comment est-ce on réussit à s'inspirer de ce qui réussit à se faire à ces échelles-là, qui restent aujourd'hui des petites échelles de petits groupes, pour imaginer ça à des échelles beaucoup plus grandes et avoir un nous collectif à l'échelle d'un État-nation, d'un continent et d'une humanité qui puisse avoir du commun, quoi. Donc on bascule sur l'utopie. Pour terminer, on va voir si dans ceux qui ont répondu à la question de colère citoyenne, c'est des colères citoyennes locales ou globales qui ont été résolues. Pas personnellement. Les inondations dans le sud, est-ce que les institutions publiques et privées les ont bien gérées? Ah, la révolution islandaise, donc on a quand même un exemple national, même si l'Islande de mémoire c'est 3-4 millions d'habitants, donc, ou peut-être même pas, c'est peut-être 300 000 habitants, je crois que c'est vraiment... Et sinon, on a évidemment, je ne m'en souviens pas, et un problème de quartier. Est-ce que justement, pour terminer définitivement sur cette table ronde, on peut conclure sur la question de l'échelle. L'Islande, 300 000 personnes, est-ce que c'est l'horizon indépassable d'une colère citoyenne qu'on peut... alors bon, en commentaire, quelqu'un nous dit la Maison des femmes de Roubaix créée en POC, en Proof of Concept. Donc, voilà. Est-ce qu'on peut aller au-delà de l'Islande, donc ce qui correspondrait à une ville comme Rennes, ou est-ce qu'au fond, non, et en fait, c'est pas grave, c'est déjà un très beau niveau de résolution des conflits. Un petit mot de conclusion à chacun. Armel, tu veux... Voilà. Hey, vas-y. Oui, je veux bien dire une chose aussi. Je voulais juste rapidement dire sur l'empathie aussi, quand on parle des émotions, faire preuve d'empathie, ce n'est pas un exercice intellectuel, c'est engageant. Ouais. Et c'est engageant et ça exige d'accepter de donner de soi. Et c'est aussi ce dont on a besoin aujourd'hui. Et c'est pour ça que le politique, c'est de l'engagement. C'est pas juste de l'engagement d'être exigeant dans la réflexion, c'est vraiment d'accepter de donner de soi. Et pour moi, c'est ce qui va avec l'échelle, c'est-à-dire que l'échelle de soi est déjà une échelle extrêmement valable, extrêmement importante et surtout qui est exigeante et engageante. Et je trouve que réussir à la résoudre elle-même, réussir à agir à cette échelle-là, c'est vraiment la base nécessaire pour pouvoir faire des échelles supplémentaires. Et la capacité collective, personnellement, je trouve que chaque échelle se vaut. D'accord. À faire quelque chose à 3, c'est déjà mobiliser une capacité de transformation du monde qui produit des capacités de changement. Parce qu'elles ont des répercussions sur le court terme, mais aussi sur le moyen et sur le long terme. Et c'est aussi une chose dans l'engagement et dans la capacité de penser le nous. Au-delà de l'échelle géographique, je trouve que c'est l'échelle temporelle qui est aussi très importante à prendre en compte, parce qu'on a dans notre société aujourd'hui, on pense beaucoup par projet, par moment, on va mobiliser beaucoup de gens pendant peu de temps, mais de manière très forte sur un sujet, alors qu'on a besoin d'une échelle temporelle ambitieuse et volontaire. Et pour moi, c'est aussi là-dessus que ça se pose. Alors, je ne sais pas si vous avez eu, mais pour partager une petite note d'optimisme à la fin, Bruno nous dit qu'en matière d'émotion, les choses bougent dans l'administration, avec l'exemple de la MEL, qui a créé un salon des managers, un espace dédié aux encadrants pour exprimer leurs émotions auprès d'une collègue bienveillante et attentive à ce qu'elle révèle. Donc, c'est une étape et c'est plutôt sympa. Donc, à l'échelle d'une métropole, Armel, Emma, alors, pour terminer, un exemple d'une échelle qui fonctionne bien, l'échelle de l'individu, l'échelle de la métropole. Peut-être pour moi,
En fait, la question de l'échelle, elle est pas facile à prendre, mais pour moi, puisqu'on parlait d'utopie tout à l'heure, l'utopie, c'est que la transformation et la prise en compte des émotions et notamment de la colère puisse se faire à une échelle individuelle dans une société où on a une souveraineté individuelle et du coup, dans un monde parfaitement idéal et parfaitement impossible, il n'y a même pas besoin, dans ce cas-là, je serais anarchiste, il n'y a même pas besoin d'institutions parce que, bon, c'est pas le projet anarchiste, donc j'enlève ce mot-là, mais bref, il n'y aurait pas besoin d'institutions parce que les individus eux-mêmes seraient tellement déjà avec un fonctionnement qui est basé sur un fonctionnement efficace qu'il n'y a presque plus besoin de régulation ou beaucoup moins. Voilà. Mais ce monde parfait étant impossible, pour moi, les institutions sont nécessaires pour gérer toutes les tensions, la coopération nécessaire face aux défis qu'on a à relever. Et du coup, pour moi, la bonne échelle, en fait, elle est globale. Elle va de l'individu au global. Et je pense qu'il ne faut surtout pas s'interdire de se dire non, mais là, c'est une échelle trop grosse. C'est parce que derrière, il y a la question de la représentation. C'est-à-dire, on touche la question de la représentation que pour moi, je ne jette pas du tout. Il faut de la représentation à certains endroits. Et donc, il faut qu'il y ait des gens qui, sur certains sujets, dans certains domaines, décident pour d'autres et agissent pour d'autres. Et toute la question, c'est comment on fait et comment on fait en sorte que ces processus-là soient efficaces et les plus légitimes possibles. Et moi, je pense que c'est possible à une échelle globale, au lieu d'avoir l'ONU, où c'est des chefs d'État qui sont uniquement du rapport de force et de la négociation, alors que pour beaucoup d'entre eux, ils ne sont pas du tout élus démocratiquement, et même ceux qui se disent élus démocratiquement, on peut questionner de manière profonde le système qui leur a permis d'être là. Donc, au lieu d'avoir un système à l'échelle de l'ONU qui soit à cet endroit-là, qui fonctionne de cette manière-là, on pourrait tout à fait imaginer d'avoir ce que je décrivais en tout début de réunion, des systèmes qui sont basés sur de l'interpellation citoyenne, avec de la délibération et avec potentiellement de la démocratie directe à certains endroits. Et la représentation permet derrière de faire en sorte d'avoir des prises de décision possibles à des échelles très très larges, planétaires, mais pas de la représentation par de l'élection avec des campagnes électorales où il faut être le plus riche pour gagner, quoi. Voilà, et donc d'où la démocratie délibérative qui, à mon avis, est un des ingrédients de la recette. Et je m'arrête là. Mais c'est l'anarchisme essence originelle. Hein. Oui, non, tu as raison. À la gigantesque bio dans tous les sens parce qu'elle fait 1200 pages d'Emma Goldman sur une vie et ça renvoie à ça. Alors, il y a une question de Ashton sur la question de la représentativité et le tirage au sort. On en a parlé au tout début et donc Armelle pourra vous répondre en privé parce qu'il va falloir qu'on rentre bientôt la chaîne. Emma, en conclusion, que nous dit la science et les neurosciences sur l'échelle adaptée? Est-ce qu'on peut réussir à dépasser son propre cerveau ou c'est déjà pas mal? Alors, l'écueil de nos sciences, c'est qu'elles sont souvent centrées sur l'individu. En tout cas, les neurosciences reprennent le cerveau d'un individu, à la rigueur, deux individus qui interagissent, comment leur cerveau échange, mais il y a vraiment évidemment besoin d'autres disciplines pour comprendre ce qui se passe en termes de dynamique, parce que tout ne se fait pas à l'échelle de l'individu, même si, comme le disait Inaë, c'est déjà une première échelle nécessaire et que on est un individu, mais on est aussi un individu dans un réseau social et il ne faut pas sous-estimer l'influence réciproque des individus sur leurs réseaux sociaux respectifs et que tout ça finit par faire échelle. Je n'aurais pas de hiérarchie non plus des échelles à faire. Je pense que idéalement, pour aller dans le sens d'Armelle, ça se passe sur un niveau global. Je pense que vous avez déjà tout dit. Bon, bah écoutez, merci infiniment à tous les trois. Merci à toutes et tous qui nous avez suivis, puisque vous avez envoyé beaucoup de questions éminemment précieuses. Et je vais rendre la main à Léo pour clôturer cette séquence. Très bien, alors moi aussi, les garçons.